Bien, écoutez, bonsoir à tous et merci de votre présence encore très nombreuse. Les salles en bas sont pleines, on a refusé beaucoup de monde. Et donc merci de votre présence pour ce dernier forum de l'année. Mais d'autres forums suivront, je vous rassure tout de suite. Très heureux avec le Conseil scientifique et en particulier avec Gérard Granger, d'accueillir Cédric Villani ce soir, grand scientifique, professeur à l'Université de Lyon, directeur de l'Institut Henri Poincaré, et puis médaille Fields en 2010, qui est pour un mathématicien la consécration suprême. Mais je voudrais souligner d'autres caractéristiques, si je puis dire. Cédric Villani est très attaché à la diffusion de la culture scientifique et technique dans le domaine des mathématiques, et il passe beaucoup de temps vis-à-vis du public à exprimer et à diffuser les connaissances dans le domaine qui est le sien, et je voudrais pour cette occasion le remercier très sincèrement. Mais il a aussi d'autres caractéristiques que je voudrais souligner ce soir. C'est que c'est un Européen convaincu, et il est très attaché justement à cette dimension européenne. Il travaille beaucoup dans un certain nombre d'institutions scientifiques européennes, mouvements européens, et aussi il s'est exprimé il y a quelques jours pour défendre Erasmus, qui est un dispositif européen pour les étudiants extrêmement important. Et c'est aussi quelqu'un qui est très attaché à la diffusion de l'enseignement des mathématiques en Afrique. C'est une autre dimension de son humanisme. En tout cas, je voudrais aussi insister sur toutes ces qualités au-delà des considérations scientifiques. Voilà, je vous souhaite à tous une bonne soirée. Je pense que nous allons passer une bonne soirée, et dès maintenant, je vous invite pour les prochains forums. D'ici la fin de l'année, vous aurez le programme pour l'année 2013. Bonne soirée. Merci, Monsieur Gambier, merci. J'ajoute deux mots. D'abord, nos amis du rez-de-chaussée, vous pourrez vous manifester et poser des questions comme si vous étiez dans le Saint des Saints, dans l'hémicycle. Et puis, bonne soirée également à tous nos internautes. Cédric Villani, c'est à vous. Je vous remercie infiniment. Merci beaucoup, merci pour l'introduction. Tout le monde m'entend bien? La sonorisation fonctionne, tout va bien. Ok. Alors, ce soir, je vais vous parler d'avenir, je vais vous parler des astres, je vais vous parler de mathématiques. Ça va pas être un cours, ça va être une histoire où que je vais vous raconter. On va parler de science, on va parler de problèmes que se pose l'humanité depuis longtemps, de problèmes que se posent des chercheurs actuellement, et de problèmes dans lesquels on a à la fois une interaction entre sciences physiques et sciences mathématiques. Et on va commencer en motivant notre histoire par un problème qui agite les gens depuis quelques millénaires: comprendre comment s'agencent les astres dans le cosmos, quelle est la trajectoire, qu'est-ce qu'on peut prédire sur la récurrence des astres. Comprendre le cosmos. Ici, vous avez un tableau pour illustrer ce genre de problème, un philosophe, un scientifique, disons, donnant un exposé sur une orrerie, un dispositif mécanique qui reproduit la course des planètes, dans laquelle vous avez une lampe à la place du soleil, lampe qui éclaire bien à propos le visage des jeunes bambins éclairés par le plaisir de la science. Un tableau de John Wright of Derby qui à son époque a fait couler pas mal d'encre parce qu'il représentait un motif non pas politique ou héroïque, mais un motif scientifique au cœur de la famille, sur un sujet, l'astronomie, qui encore maintenant est l'un des principaux intérêts des non-spécialistes pour la science, une façon qu'on a d'attirer le grand public vers la science d'ailleurs. Certains des principaux festivals scientifiques à destination du grand public ont trait à l'astronomie. Je pense en particulier au festival de Fleurance qui se tient tous les ans dans le Gers, qui est un magnifique moment de rencontre entre scientifiques et le grand public. Donc comprendre le cosmos, ça c'est quelque chose qui fascine beaucoup de monde et qui fascine aussi les scientifiques. On apprend à l'école, on apprend dans le secondaire, j'espère qu'on l'apprend toujours, les lois des trajectoires des planètes telles que les a édictées au début du XVIIe siècle Johannes Kepler, astronome allemand. Des lois qui ont été obtenues par
l'observation, d'une précision absolument remarquable. Le monde, selon Kepler, le cosmos, tel qu'il nous entoure avec ses fameuses lois, c'est un moment assez unique dans l'histoire de l'humanité sur la vision qu'on se fait du cosmos. Le moment où c'est le plus ordonné. Avant Kepler, la description des astres, c'est quelque chose de compliqué. Après Kepler, ce sera aussi très compliqué. Mais à Kepler, au moment de Kepler précisément, c'est quelque chose de très simple et propre à être enseigné. Qu'est-ce qu'il nous dit Kepler ? Première loi, les orbites des planètes autour du Soleil sont des ellipses. Non pas des cercles, mais des ellipses, qui sont des généralisations des cercles. Qu'est-ce que c'est une ellipse ? Pour tracer une ellipse, c'est très simple. On appelle ça le tracé du jardinier parfois. Vous plantez 2 piquets dans votre jardin, vous attachez les extrémités d'une corde à ces 2 piquets, la corde n'étant pas tendue entre les 2 piquets, et puis vous tracez dans le sol, avec quelque chose qui laisse une marque, la figure que vous pouvez tracer en tendant la corde. Ce sont donc tous les points tels que la somme de la distance à l'un des piquets et à l'autre des piquets est égale à une constante, la longueur de la corde. Vous voyez ici sur cette petite animation, empruntée à Wikipédia, la longueur en bleu, la longueur en rouge varie, mais la somme des 2 longueurs est constante. Ça, c'est une ellipse. Une figure qui était connue depuis l'Antiquité grecque, connue et appréciée pour sa simplicité et son harmonie, mais dont les Grecs n'auraient jamais imaginé qu'elle puisse être la solution à un problème qui leur était cher, quelle est la trajectoire des planètes. C'est ce genre de miracle qui a amené l'humanité à travers les siècles et les millénaires à s'émerveiller devant la puissance mathématique. Et le miracle qui fait qu'on a une alliance de quelque chose qui est beau, et quelque chose qui est abstrait, quelque chose qui est concret, et qui décrit le réel, et quelque chose qui est efficace. Et si vous avez une figure qui est appréciée pour son côté purement, je pourrais dire presque artistique, purement théorique, et qu'on retrouve des millénaires après qu'elle a été introduite, s'appliquer à la description de la trajectoire des planètes, quelque chose d'extraordinaire. Quelque chose qui résume bien ce que disait Galilée en son temps, le monde est écrit en caractères mathématiques. Donc Kepler découvre que les orbites sont des ellipses, dont le Soleil est un des foyers. C'est la première loi. Il y a deux autres lois dont je ne parle pas ici. Il y en a une qui vous décrit le fait que les planètes ne décrivent pas un mouvement uniforme autour du Soleil, mais qu'elles vont beaucoup plus vite quand elles sont près du Soleil que quand elles sont loin du Soleil. Et dans l'histoire, il y a une certaine quantité qui, elle, varie de manière constante. C'est pas du tout la distance parcourue, c'est l'air qui est balayé, la surface qui est balayée au sein de l'ellipse par rapport au Soleil. Et puis il y a une troisième loi qui relie le carré de la durée de l'année de la planète que vous considérez, l'année martienne ou jupitérienne, le carré de cette durée au cube de ce qu'on appellera la distance moyenne par rapport au Soleil, et qui dit que les deux sont en proportion l'une de l'autre. Le carré de la durée d'une année est proportionnel au cube de la distance moyenne au Soleil. Distance moyenne avec une certaine définition de la moyenne. Là, vous avez donc 3 lois remarquables, ce sont les 3 lois de Kepler, et ces 3 lois permettent de résumer, de calculer entièrement le mouvement des planètes autour du système solaire. Du moins, c'est la vision qu'on en avait à l'époque de Kepler, et c'est ce qu'on apprend encore aujourd'hui dans les écoles. Donc 3 lois simples et remarquables. Pour la petite histoire, les 3 lois, vous les trouvez commentées au XVIIIe siècle en France par Voltaire. C'est celui qui s'est occupé de les populariser, de les décrypter aussi, parce que Kepler dans le texte, c'est pas très facile à lire. On avance dans le temps. Maintenant, nous sommes aux 2/3 du XVIIe siècle, dans les années 1660, et arrive un acte fondamental avec Isaac Newton, figure tutélaire de la science telle qu'on la connaît, également complètement illuminé, comme Kepler d'ailleurs,
Newton, avec Newton, nous avons là quelqu'un qui est un alchimiste convaincu, qui passe des décennies à essayer de percer l'ordre mystique de l'univers et des choses comme ça, mais qui est quand même l'un des plus grands mathématiciens qu'on n'ait jamais vu, et qui cisèle des raisonnements d'une perfection et d'une harmonie invraisemblables, et qui découvre une loi, la loi de la gravitation universelle, une loi avec laquelle il parvient à retrouver tout ce qu'a fait Kepler. Là où Kepler avait besoin de 3 lois, Newton n'en a besoin plus que d'une. Une seule loi qui va tout expliquer. La loi de la gravitation universelle dit que quand vous avez 2 corps massifs, une planète ici et une autre planète par exemple, il y a une force d'attraction qui s'exerce entre les deux. Cette force est proportionnelle, et ici vous avez une constante G de proportionnalité, elle est proportionnelle au produit des masses divisé par le carré de la distance entre les 2 masses. Newton raisonne en termes de force, et il introduit cette idée précisément que ce sont les forces qui sont importantes dans la mécanique, et que les forces sont reliées aux accélérations. L'accélération, c'est la variation infinitésimale de la vitesse. Si votre vitesse augmente, votre accélération est positive. Ça, c'était un progrès considérable, et Newton en même temps développe la théorie des équations différentielles, théorie dans laquelle on s'intéresse précisément aux variations de la position d'un objet, ou de l'état d'un objet. Il écrit en particulier les équations du mouvement des planètes et du système solaire. Comment lire ces équations? Vous numérotez les planètes et le système solaire, le Soleil et les planètes, de 1 jusqu'à n. Par exemple, numéro 1 le Soleil, numéro 2 Mercure, numéro 3 Vénus, numéro 4 la Terre, et ainsi de suite. Vous en mettez autant que vous voulez, vous incluez Pluton ou pas, dépendant de si vous pensez que c'est important, vous incluez la Lune ou pas. Vous savez, Pluton, il a été déclassé récemment, on a décidé qu'il n'avait plus le droit d'être planète, bon, pourquoi pas. Et vous écrivez les équations qui sont pour chacun de ces objets, la masse fois l'accélération est égale à la somme des forces qui sont exercées par les autres objets. Voilà. Et vous avez comme ça un système d'équations que vous pouvez coucher sur le papier et qui vous permet de prédire l'évolution des planètes dans le système solaire. On est un peu habitué à ça, mais quand même, il faut se rendre compte à quel point c'était extraordinaire. Et cette mise en équation, pour la première fois, on a l'idée qu'on va non pas décrire le mouvement des planètes, mais le prédire en étudiant des équations portant sur les variations des quantités fondamentales. Einstein a dit que c'était là peut-être le progrès le plus important scientifique qu'il ait été donné à une personne de réaliser dans le cours de l'histoire des sciences. L'idée qu'en résolvant des équations différentielles, on allait pouvoir prédire le monde qu'on peut observer. Newton écrit donc ces équations et il constate avec fierté que quand on s'intéresse seulement à 2 corps, on retrouve les lois de Kepler. Vous prenez le Soleil et une planète, et vous résolvez les équations de Newton de gravitation avec le Soleil et la planète, et vous retrouvez les 3 lois de Kepler. L'ellipse, la loi du balayage à vitesse constante des airs, et la loi qui relie le carré de l'année au cube de la distance moyenne. Il était très fier, il avait conscience à quel point c'était révolutionnaire. Là où il y avait besoin de 3 lois, maintenant on n'a besoin plus que d'une. On a quelque chose de beau, quelque chose de plus simple, quelque chose d'harmonieux et de puissant. Il avait tellement conscience qu'il a caché son jeu pendant longtemps et qu'il a attendu presque 20 ans avant de publier ses résultats. Dans cet ouvrage, Principia Mathematica, un ouvrage emblématique, Principia Mathematica, principe de mathématiques, en même temps, vous voyez ici, philosophie naturalis, l'idée d'appliquer des techniques mathématiques à l'étude de la nature. Un ouvrage à la fois de physique et de mathématiques. Ouvrage qui a été traduit de manière importante en France par la marquise du Châtelet, qui l'a non seulement traduit, mais amélioré, à une époque où, dans le siècle des Lumières, où les sciences mathématiques étaient extrêmement bien considérées par toute l'élite intellectuelle française. Avec 2 corps, on retrouve Kepler, comme le constate Newton. En revanche, dès que vous faites entrer dans la danse une 2e planète autour du Soleil, là, vous n'y arrivez plus. C'est le fameux problème des 3 corps.
dont Newton se rend compte à quel point il est effrayant. Pourquoi effrayant? Cette loi, elle est très simple parce qu'elle vous dit que entre deux corps, quels qu'ils soient, il y a attirance. Ça c'est très bien, c'est simple, mais ça a un corollaire, une conséquence immédiate qui pose problème, c'est que pour comprendre le mouvement des planètes autour du système du Soleil, il faut tenir compte non seulement de l'interaction entre la planète et le Soleil, mais aussi de l'interaction des planètes entre elles. Les planètes sont des corps massifs et donc vont s'attirer. Et ceci va dérégler les belles équations de Kepler. Si on avait seulement l'interaction Soleil-planète, on aurait les belles ellipses. Mais comme il y a en plus l'interaction planète-planète, vous n'avez pas vraiment des ellipses. Qu'est-ce que vous avez à la place? Eh bien, c'est pas clair du tout. C'est pas des trajectoires fermées, ce n'est pas périodique, c'est inclassable. Il n'y a pas de solution explicite, pas de façon d'écrire les trajectoires des planètes dès que vous considérez plus que seulement deux corps. Dès que vous avez trois corps ou plus, vous ne savez pas résoudre sans trouver une solution explicite et prédictible. Alors ça, c'est un côté effrayant. Et c'est le début d'un problème mathématique célèbre qu'on appelle la stabilité du système solaire. Aucune loi n'interdit les événements catastrophiques, puisqu'on ne sait pas résoudre les équations. Alors, est-ce qu'une catastrophe va se produire dans le système solaire? Partant d'une description du système solaire en termes d'équations de Newton, est-ce qu'on peut prédire une éventuelle catastrophe? Voilà le problème qui se pose dès Newton. Problème de physique mathématique. Problème qui est un problème physique posé en termes mathématiques et dans lequel la balle est à la fois dans le camp des physiciens et dans le camp des mathématiciens. Le système solaire est-il stable ou pas? Quand vous vous intéressez à ce problème, il y a un aspect important à prendre en compte, c'est la variété des tailles au sein du système solaire. La variété des tailles des astres. Regardez ici les petites planètes, la Terre, Vénus, Mars, Mercure, Pluton, elles ont un peu un air de famille. La Terre et Vénus, on les appelle souvent les jumelles. Et ce sont des dimensions qui nous sont devenues familières. On fait le tour du monde assez rapidement. En revanche, quand vous comparez au Soleil, vous avez un écart absolument phénoménal. Le Soleil, ce n'est pas une dimension qui nous est commensurable, qu'on peut se représenter dans notre tête. Déjà, la Terre par rapport à Jupiter, c'est vraiment minuscule, mais même Jupiter par rapport au Soleil, c'est absolument minuscule. Vous voyez, ici, c'est la Terre, ici, c'est le Soleil. Évidemment, dans ces conditions, il y a, quand on s'intéresse à l'action des différentes planètes, les unes sur les autres, on s'attend à ce que ce soit plutôt petit par rapport à l'action du Soleil. Si je regarde le mouvement de la Terre, il va être influencé par les autres planètes, certes, mais le Soleil exercera une influence beaucoup plus forte que les autres planètes. Le rapport des masses est d'environ 1000. Le Soleil pèse à peu près 1000 fois la masse de toutes les planètes réunies. Et donc on peut considérer que quand vous regardez le mouvement de la Terre, eh bien, il y a une force principale qui est le Soleil, et il y a une petite correction qui est de l'ordre du millième, qui correspond à l'action des autres planètes. Un millième, ça ne paraît pas beaucoup. Sauf que, sur le long terme, ça peut avoir des effets catastrophiques. Si votre compte en banque perd 1 millième chaque jour, sur une journée, vous ne sentez pas grand-chose, mais sur 3 ans ou 10 ans, vous sentez des effets graves. De la même manière, on pourrait se dire, si dans le système solaire, il y a un effet qui est de l'ordre du millième, qui est perturbatif, eh bien au bout de 1000 ans, il va y avoir un effet extrêmement grave observé sur le système solaire. C'est l'intuition qu'en avait Newton. En même temps, Newton ne croyait pas qu'on puisse avoir des variations graves du système solaire sur 1000 ans. Déjà, on a des archives astronomiques de l'Antiquité qui ne sont pas très différentes de ce qu'on observe maintenant. Et puis, Newton ne pouvait pas croire
que Dieu aurait laissé le système solaire courir à sa perdition. Et Newton, à cette époque-là, imagine, dans un texte assez commenté, assez controversé, que de temps en temps, quand le système solaire se dérègle un peu trop, paf, une sorte de coup de baguette magique, Dieu remet les choses à sa place et c'est reparti pour un certain tour. C'était le début d'une controverse avec Leibniz, controverse qui a eu des répercussions dans la littérature d'ailleurs, Leibniz se moquant de la conception de Newton, d'un Dieu agissant en plus d'avoir créé le monde, et puis une polémique entre les deux. Au-delà de la polémique, on peut se poser le problème de manière purement mathématique. Et c'est ce qui s'est passé au XVIIIe siècle. Le système solaire est-il stable? Beaucoup des plus grands noms de l'astronomie au cours du XVIIIe, XIXe, XXe siècle se sont penchés sur cette question avec des résultats variables au cours des années. Des résultats variables parce que considérant le problème sous des angles différents ou sous des aspects différents. Un résultat important obtenu par Laplace, Lagrange et Gauss, c'est que, contrairement à l'idée que pouvait en avoir Newton, c'est pas un temps de l'ordre de l'inverse de la taille de perturbation qu'il faut attendre, mais un temps de l'ordre de l'inverse du carré de la taille de la perturbation. Seule analyse mathématique pouvait montrer ça. Et c'est assez subtil. Qu'est-ce que j'entends par là? Je vous ai dit tout à l'heure, si vous avez une perturbation de l'ordre du millième, eh bien au bout de 1000 ans, vous attendez à ce que la perturbation ait un effet important. Mais ça c'est vrai, ça va toujours dans le même sens. Par exemple, si votre compte en banque qui descend à chaque fois de 1 pour 1000, eh bien au bout de 1000 ans, il y a quelque chose de grave qui se passe. En revanche, si les variations elles sont parfois dans un sens, parfois dans l'autre, vous pouvez vous attendre à ce que les phénomènes mettent beaucoup plus longtemps avant d'être importants. Si de temps en temps ça monte et de temps en temps ça descend, suivant les fluctuations des cours de la bourse ou je ne sais quoi, bien peut-être que la catastrophe se produira beaucoup plus longtemps après. Eh bien c'est ça qui se passe pour le système solaire. Et au XVIIIe siècle, après différents essais, après des erreurs et des essais divers, après des erreurs de l'air, puis de Laplace, puis Lagrange, puis Laplace qui arrive et qui trouve la bonne solution, on comprend qu'il faut attendre le carré du temps naturel, non pas 1000 ans, mais environ 1 million d'années. Alors, ça mérite le respect. C'est un événement important dans l'histoire de l'humanité, enfin symboliquement important. C'est la première fois que des scientifiques parviennent à prédire ce qui va se passer dans le système solaire, dans l'univers environnant, sur une échelle de temps qui est sans commune mesure avec toutes les archives dont on disposait. On avait peut-être des archives sur 1000 ans ou quelque chose comme ça, mais là on parvenait à faire des prédictions sur l'ordre du million d'années. Ça c'est phénoménal. Et uniquement par la puissance du raisonnement mathématique et du calcul. C'est quelque chose aussi auquel on a été un peu habitué, mais qui est stupéfiant. Le fait qu'avec simplement un crayon et du papier et beaucoup d'énergie, on arrive à dompter les trajectoires d'astres sur lesquels nous n'irons jamais et sur des périodes de temps aussi considérables. C'était même mieux que les observations. On savait, on était un peu embêté de ces observations, on savait par l'observation qu'il y avait un lent mouvement de Jupiter vers le Soleil et que Saturne s'écartait du Soleil lentement. Et sur les siècles passés, on avait ces observations qui étaient toujours dans le même sens, et on avait l'impression qu'il y avait un mouvement constant de Jupiter vers le Soleil. Semblant indiquer que, comme Newton le pressentait, ces équations permettraient une catastrophe au bout d'un millénaire peut-être. Ce qu'on a compris, ce que Laplace a compris, au moyen du calcul et de l'observation, c'est qu'en fait, il s'agissait là d'une partie seulement d'un mouvement de bien plus grande ampleur. Et que sur une période d'environ 900 ans, le Soleil se rapproche, le Jupiter se rapproche du Soleil, puis sur 900 ans, il s'en écarte. Sur 900 ans encore, il se rapproche, sur 900 ans, il s'écarte, et ainsi de suite. Et cette très longue période de 900 ans pourrait nous laisser croire que le mouvement est inexorable et qu'il se passe toujours comme ça. Si vous voyez Jupiter qui s'approche du Soleil pendant des siècles, c'est facile d'en conclure que ça va continuer à se produire jusqu'à la fin des temps. Pas du tout.
avec Laplace, on comprend que c'est seulement un mouvement parmi d'autres et que Jupiter va ensuite s'écarter à nouveau, puis se rapprocher à nouveau, et ainsi de suite pendant des siècles. Donc là, c'était absolument remarquable. Donc Laplace, Lagrange et Gauss nous redonnent confiance dans la stabilité sur un temps assez grand. Et puis, après, les choses sont devenues un peu compliquées. Il y a eu des revirements dans l'histoire des sciences. En particulier est arrivé Henri Poincaré, qui à la fin du XIXe siècle montre que il se peut pour autant qu'il y ait instabilité sur un intervalle de temps très grand, beaucoup plus grand que le million d'années. C'était un épisode célèbre dans l'histoire des sciences. J'en parle régulièrement dans certaines conférences qui ont trait à Henri Poincaré, dont on célèbre le centenaire de la disparition cette année. Et c'est un épisode historique important parce que Poincaré, il a commencé par croire qu'il arriverait à montrer que le système solaire était stable pour tous les temps. Il a gagné un grand prix international comme ça, un truc à peu près aussi important que la médaille Fields ou plus. Et puis, ça s'est avéré que c'était complètement faux. Et puis, il a complètement viré sa cutie, si je puis dire. Au contraire, il a compris qu'il avait mis le doigt sur un mécanisme d'instabilité qui permettait au système solaire de diverger sur des temps extrêmement grands. Sur 1 milliard d'années, même peut-être qu'il y a instabilité. Donc, après Poincaré, on se dit qu'il y a instabilité. Et une autre révolution survient dans les années 1950, avec Andreï Kolmogorov, mathématicien russe d'exception, l'un des pères de la théorie des probabilités moderne, l'un des pères de la théorie de la complexité, l'un des pères de la théorie de la turbulence, bref, un personnage assez extraordinaire. Et Andreï Kolmogorov, dans les années 1950, alors que tout le monde avait en tête que le système solaire était stable sur une période d'environ 1 million d'années, et puis instable quand on regardait beaucoup plus loin, se dit, ben non, je vais aller à l'encontre de tout ce que tout le monde croit. Alors, l'histoire raconte que ça correspondait avec la mort de Staline, et qu'il était tellement heureux que pour marquer sa joie, il avait voulu faire un théorème, se lâcher complètement, faire un théorème impossible, et il a démontré qu'il y avait dans un système solaire idéal, stabilité éternelle, pour tous les temps. Je triche un tout petit peu quand je dis un système solaire idéal, parce qu'il regardait une classe de système qui n'est pas exactement le système solaire, mais l'idée c'était ça, et en tout cas il a convaincu tout le monde à l'époque que le système solaire devait être éternellement stable avec une forte probabilité. Qu'est-ce qu'on entend par probabilité ? Système solaire, dans le système solaire, vous n'avez pas moyen de connaître exactement les positions des planètes. Et justement, Poincaré avait montré que si on faisait une petite erreur sur les planètes, il pouvait se passer une catastrophe grave sur un temps très grand, les petites erreurs s'amplifiant, selon le phénomène qu'on appelle maintenant, effet papillon, souvent en langage populaire, l'amplification des minimes erreurs. Et Poincaré avait montré qu'il y a beaucoup de situations qui sont instables, de sorte qu'il est impossible de savoir par l'observation si ça va conduire à quelque chose de stable ou quelque chose d'instable. Et Kolmogorov va dire quand même, c'est probablement stable. Si vous prenez des positions au hasard, ou si vous faites bouger un petit peu, avec une forte probabilité, ça sera stable. Du moins, si la perturbation est très petite. Alors, en mathématiques, on utilise toujours epsilon pour parler de nombres très petits. Comme ça, tout de suite, dans le cerveau de l'interlocuteur, epsilon, il sait que c'est un nombre petit. En l'occurrence, epsilon, c'est la taille de la perturbation. Ça veut dire, c'est le 1 millième dont je parlais tout à l'heure. Le rapport entre la masse des planètes et la masse du Soleil. 1 millième, c'est petit. N'empêche que c'était pas assez petit pour que la théorie de Kolmogorov s'applique. La théorie de Kolmogorov, elle demandait un epsilon très petit. Mais quand même, le paysage imaginé par Kolmogorov était tellement beau, tellement élégant que tout le monde y a cru. Et il montrait quelque chose qui semblait incroyable. Même
s'il n'y a aucune loi, comme a montré Newton, il n'y a aucune loi qui empêche les catastrophes, parce qu'on ne sait pas résoudre le problème des trois corps, ou comme a montré Poincaré, parce qu'il y a plein de situations qui amènent à quelque chose d'instable, même s'il n'y a aucune loi qui impose l'ordre, cet ordre est pourtant probable. Ça, c'était une révolution, on s'était habitué à penser que s'il n'y avait pas de loi physique qui impose certaines conditions, et bien un jour ou l'autre, la condition serait violée. Comme on l'a compris, une vingtaine d'années plus tard, les résultats de Kolmogorov ne s'appliquent pas au système solaire. Et des calculs informatiques extrêmement lourds, menés par l'astronome français Jacques Lascar et par quelques autres équipes dans le monde, ont montré que le système solaire est instable sur de très très grandes échelles de temps. C'était un nouveau revirement dans ce qu'on pensait sur cette stabilité du système solaire. Avec Kepler, on était dans la stabilité, avec Newton, on bascule sur l'instabilité, avec Lagrange, on repasse Laplace, on repasse à la stabilité, avec Poincaré, on se remet à pencher du côté instable, avec Kolmogorov, à nouveau, c'est la stabilité, avec Laskar, on redevient instable. Vous voyez comment sur une même question, au fur et à mesure des époques, on peut donner des conclusions différentes, en fonction de la question que l'on pose, précisément, en fonction du modèle que l'on prend précisément. Et à chaque fois, il s'agissait des meilleurs scientifiques de leur époque et de la meilleure technologie disponible. Je vais vous montrer un petit film de Laskar pour résumer ces résultats. Les résultats de Laskar, en France, Cochrane au Canada et d'autres, montrent que le système solaire finalement est peu prédictible au-delà de 10 millions d'années. Jusqu'à environ 1 million d'années, on sait faire. Au-delà de 10 millions d'années, c'est peu prédictible. Et les résultats les plus récents montrent même qu'il y a une barrière théorique apparemment infranchissable à environ 60 millions d'années. Et cette barrière, elle est causée par le fait que de petites variations dans le système solaire, des petites erreurs de position peuvent se retrouver amplifiées de manière considérable. Ce phénomène du chaos dont je parlais. Quand je dis des petites variations, c'est vraiment des petites variations. La principale source d'incertitude dans le système solaire, telle qu'identifiée par Laskar, elle se situe dans 2 astéroïdes de la ceinture d'astéroïdes qui sont quelque part entre Mars et Jupiter. Cérès et Vesta, c'est leur nom. Pour des astéroïdes, ils sont assez gros, mais à l'échelle du système solaire, c'est vraiment des poussières, avec une masse de l'ordre du milliardième de la masse du Soleil. Et pourtant, ces 2 astres, ces 2 astéroïdes, ils ont le pouvoir de dérégler tout le système solaire par effet d'amplification de petites erreurs. Supposez qu'à un instant donné, vous bougiez par une pichenette Cérès dans la direction de Vesta de quelques centimètres, ça peut se traduire, 60 millions d'années plus tard, par une différence considérable dans la distance entre la Terre et le Soleil, dans la distance Terre-Soleil. Il y a ce phénomène d'amplification qui s'effectue sur 60 millions d'années. Alors, Laskar utilise les théories probabilistes en même temps que la simulation informatique pour évaluer les probabilités pour qu'une catastrophe se produise. Et cette idée qu'on a depuis Poincaré, qui a été développée, une idée selon laquelle, même si on ne sait pas calculer précisément s'il va y avoir ou pas catastrophe, on peut calculer les pourcentages de chances pour qu'il y ait une catastrophe ou pas. En simulant le système un grand nombre de fois et en regardant quand est-ce que ça aboutit à une catastrophe et quand est-ce que ça aboutit pas. Une distribution de probabilité sur les possibles. Alors, tout ceci va être résumé sur ce petit film préparé par Jacques Lascar. Vous voyez, qu'est-ce qu'on voit ici? Les orbites, à partir du Soleil, les orbites de Mercure, Vénus, la Terre, Mars sont les planètes intérieures qui ont été représentées ici, les planètes qui sont soumises à de fortes variations, et à chaque instant, on affiche leur orbite keplérienne, la meilleure approximation selon la loi de Kepler de leur orbite. Ces orbites vont varier au fur et à mesure du temps,
à cause des attractions entre les planètes. Et on se demande ce qui se passe sur de très grands temps. Alors, du fait des perturbations liées aux planètes, les orbites précesses, elles varient, elles sont déformées. Vous voyez ici comme les orbites, comme l'orbite de Mars, bougent au fur et à mesure du temps. Vous voyez ici comme les orbites des planètes ne sont pas tout à fait dans le même plan, mais presque. Ce sont encore des phénomènes débattus, la façon dont se crée un système solaire. Et il ne se passe rien pendant les premières centaines de millions d'années, mais après quelques milliards d'années, là, vous voyez ça, c'est pas du tout bon ce genre d'orbite. Et il y a une petite chance pour que du fait de la diffusion chaotique, des petites variations qui s'amplifient, les orbites se retrouvent déstabilisées entre Mercure, Mars, Vénus et la Terre. Les collisions même deviennent possibles entre Mercure et Vénus, entre Mars et la Terre, et même entre Vénus et la Terre. Ah oui, ça, pas bon du tout. Petite vue d'artiste sur la collision Mars-Terre, qui d'après Laskar a environ 1% de chance de se produire d'ici 2 milliards d'années ou quelque chose comme ça. Et puis Vénus peut rencontrer la Terre. Là c'est très beau, regardez. Alors, petite remarque, est-ce qu'il y a quelque chose qui vous choque là-dedans? Sur cette vue? Ouais? Non, c'est bien Vénus, c'est la même corpulence que la Terre. Jupiter est beaucoup plus grosse. Non, qu'est-ce qui est choquant? La forme des continents. Comme on le sait, la dérive des continents fera que la Terre, dans quelques milliards d'années, si elle n'a pas explosé d'une explosion atomique d'ici là, ça ne sera pas du tout la même que maintenant. Les probabilités sont pas des résultats inquiétants au sens où la probabilité de destruction de la Terre par l'espèce humaine avant cette date est bien plus élevée que cette probabilité. Alors, revenons à Laskar, revenons à la stabilité du système solaire. Ici, une petite manipulation pour revenir du film vers le PowerPoint. Ceci donc pour le système solaire. Alors qu'est-ce qu'on retient de ça? La stabilité du système solaire, c'est un problème qui est ancien, c'est un problème auquel on a répondu de différentes façons au fur et à mesure du temps, et au jour d'aujourd'hui, ce dont on est convaincu, c'est que c'est un système qui est essentiellement instable et sur de très grands temps. Sur l'ordre du milliard d'années, impossibilité de prédiction. Et puis on pense, en tout cas Laskar argumente, que d'ailleurs, dans le passé, le système solaire a sans doute dû contenir plus de planètes qu'il n'en contient maintenant, et qu'elles se sont perdues, qu'il y a eu donc des événements catastrophiques dans le passé. Vous voyez comme les choses sont complexes, alors que pourtant le système solaire, on connaît les équations depuis Newton, et c'est pas un gros système, un soleil plus 9 ou 10 planètes. C'est pas gros. Il a fallu attendre pourtant le développement des théories mathématiques correspondant au système dynamique et puis le développement des ordinateurs pour pouvoir aborder ce genre de problème. Que dire maintenant d'une galaxie? Alors, une galaxie, c'est beaucoup de monde. Ça peut être, typiquement, c'est entre 100 et 1000 milliards d'étoiles. Je vous ai déjà montré à quel point c'était complexe pour 10 corps. Si vous avez maintenant les équations de Newton avec 1000 milliards de corps, c'est pas très engageant. Vous allez dire peut-être que c'est un problème perturbatif aussi, et que si on s'intéresse à la stabilité de la galaxie, avant toute chose, va y avoir un effet dominant. Alors, dans une galaxie, il y a souvent un monstrueux trou noir au centre de la galaxie, trou noir supermassif comme on dit, qui est beaucoup plus gros qu'une étoile. Il est peut-être 10 000 fois plus gros, quelque chose comme ça, ou 100 000 fois plus gros qu'une étoile. Il n'empêche
que par rapport à la masse gigantesque des étoiles, des 1000 milliards d'étoiles, le trou noir supermassif, il est absolument dérisoire par rapport à l'ensemble. Il est tout à fait négligeable. Donc on n'est pas du tout face à un problème du même style. Et la diversité de taille que je vous ai montré au niveau du système solaire, on la retrouve encore en pire dans les étoiles minuscules et d'autres qui sont monstrueusement grandes. Le Soleil n'est pas du tout une grosse étoile. Et puis dans la galaxie, il y a énormément de vide et puis des parties qui sont très pleines au contraire. Donc ça paraît quelque chose d'assez, de très peu engageant, comme je disais. On peut pourtant essayer de comprendre ce qui se passe en se plaçant dans une situation idéale où on aurait beaucoup d'étoiles qui elles-mêmes sont à peu près toutes de la même amplitude. Étudions le paradigme d'une galaxie faite d'étoiles qui sont un peu tous les mêmes, un peu comme un gaz, et regardons comment ça se comporte. Alors, je vous parlais des... Ah oui, voilà, voici des exemples. Je vous parlais des tailles des étoiles. Pour reprendre à partir d'ici, ça c'est le Soleil. Regardez le Soleil par rapport à Arcturus. Jupiter, il est là, c'est le petit point qu'on voit là au bout de la flèche, si vous avez de bons yeux. Et puis quand vous comparez par rapport à un terrestre, c'est encore pire. Là, le Soleil, c'est le petit point noir qui est là, tout au bout de ma flèche. Inutile d'essayer de se représenter la Terre à cette échelle. Pourtant, comme je le disais, on va se placer dans une situation idéale où on regarde toutes les étoiles un peu du même ordre de grandeur. Et un tel système, telle galaxie, alors qu'on a l'habitude un peu que les étoiles, ça bouge pas très vite ou très lentement, et on sait très bien où est-ce qu'elles vont se retrouver. Si on regarde sur des temps très grands, ça bouge comme un gaz. Dans un gaz, vous avez des milliards de molécules. Dans une galaxie, vous avez 1000 milliards d'étoiles, c'est déjà pas mal. Et quand vous le regardez très en accéléré, ça va bouger, les étoiles vont bouger les unes par rapport aux autres, un peu comme les molécules d'un gaz. Sauf que ça ne va pas entrer en collision comme le font les molécules dans un gaz. Regardons une petite vidéo, c'est assez spectaculaire. Alors, voici une petite vidéo qui s'appelle Galaxie en collision, réalisée par l'astronome John Dubinsky, où vous allez voir des galaxies évoluer au cours du temps. Là encore, c'est une simulation faite par ordinateur, où on regarde beaucoup de... Vous voyez, on part initialement de ici une galaxie, ici une autre, qu'est-ce qui va se passer? Regardez comme c'est beau. Première remarque, évidemment là le temps est très accéléré, chacun des points représente une étoile, il y a beaucoup moins de points que dans une vraie galaxie, mais ça vous donne une idée. Deuxième remarque, c'est très compliqué. Et quand on regarde ça, on ne sait pas trop quoi dire d'intelligent. Troisième remarque, malgré la complexité de ce qu'on observe, il n'y a là que la force d'attraction de Newton qui est indiquée, la force de gravitation. C'est le seul élément qu'on utilise pour faire évoluer nos galaxies. Et vous voyez comment, malgré la simplicité des lois entre les étoiles, on arrive à quelque chose de compliqué quand on le regarde. Là derrière, il y a toute la, selon un mot célèbre du physicien Jean Perrin, le père du Palais de la Découverte, le père du CNRS et celui qui a convaincu tout le monde de la réalité des atomes, à une époque où c'était encore sujet de discussion. Il s'agit, quand on s'intéresse à ça, en physique statistique, de trouver des causes simples et invisibles à des phénomènes complexes et visibles. Et ici, vous avez quelque chose qui est extrêmement compliqué et qui pourtant a des causes simples au niveau de l'interaction élémentaire entre les corps. Alors regardez comme c'est beau, on va voir deux galaxies se rentrer dedans. Ça, c'est ce qui arrivera peut-être à la Voie lactée quand elle rencontrera la galaxie d'Andromède d'ici quelques milliards d'années. Et voyez là encore comme c'est complexe. Cette collision qui s'accompagne d'éjections de matière, de revirements. Et vous voyez, on a l'impression quand on voit ces images qu'on a affaire non pas à des étoiles distinctes, mais à quelque chose qui serait comme un fluide, avec des régions de haute densité, des régions de basse densité, un peu comme un gaz.
ou comme du sable qu'on agiterait. Quelque chose qu'on a envie d'écrire non pas individuellement, étoile par étoile, mais globalement, comme un fluide, avec des zones de haute densité, des zones de basse densité. Ça, c'est toute la démarche qu'on utilise en astrophysique quand on s'intéresse à la formalisation continue des galaxies. Et on va se placer dans ce formalisme pour la suite de la discussion. Ici, on se retrouve, quand on passe d'une description particulière à une description continue, on se retrouve dans une branche des sciences mathématiques qui s'appelle les équations aux dérivées partielles, une branche extrêmement puissante qui a pour ambition de décrire les mouvements des fluides, les échanges de chaleur, les échanges de matière dans les cours d'eau, dans les gaz et dans tout ce que vous voulez, dans les plasmas. Pour faire le pont entre la description individuelle et la description statistique, nous avons le formalisme défini par Maxwell et Boltzmann dans les années 1860, par lequel on s'intéresse non pas aux positions et aux vitesses des particules individuellement, mais à leur densité de présence, à leur probabilité. On va regarder, en fonction de la position et de la vitesse, où est-ce qu'il y a beaucoup de particules et où est-ce qu'il y en a peu. Et peut-être qu'il y aura des régions avec beaucoup de particules et la fonction considérée sera grande, des régions avec peu de particules et la fonction considérée sera petite. Comme vous faites quand vous avez un sondage ou quand vous avez un histogramme qui vous donne peut-être la distribution des âges de la population. Ici, ça pourrait être une distribution des âges avec beaucoup de personnes jeunes, un grand nombre de personnes d'âge moyen et puis un plus petit nombre de personnes plus âgées. Et bien là, on va faire pareil, mais en fonction de la vitesse, par exemple. On va regarder quelle est la proportion d'étoiles qui a une vitesse assez basse, la proportion d'étoiles qui a une vitesse moyenne, la proportion d'étoiles qui a une vitesse élevée, et ainsi de suite. Et on va s'intéresser à cette courbe comme un objet significatif. Un peu comme dans un sondage, vous demanderiez s'il y a une courbe qui est piquée, ou une courbe qui est étalée, ou une courbe avec des pics, et ainsi de suite. Et vous allez vous poser cette question par rapport à la variable de position qu'on va appeler x, et par rapport à la variable de vitesse qu'on va appeler v. Et avec, dans l'espace des positions et des vitesses, la description de toutes les probabilités, de toutes les densités de présence de ces particules, vous allez pouvoir reconstituer toute l'information qui vous intéresse. Et étudier le profil de votre galaxie en fonction de la position et de la vitesse. Vous saurez quelles sont les régions de l'espace où il y a beaucoup d'étoiles, vous saurez quelles sont les vitesses qui sont très représentées, les vitesses qui sont peu représentées, et ainsi de suite. Il vous faut, pour avancer dans cette description, une équation qui vous parle de l'évolution de cette courbe de probabilité. De la même façon que tout à l'heure, on avait une équation sur l'évolution des positions avec Newton. Maintenant, on veut une équation sur l'évolution de la courbe tout entière. De la même façon que dans le domaine des statistiques, on peut faire des prédictions sur l'évolution de différents chiffres de sondage, différentes courbes. Pour prendre un exemple, dans l'actualité récente, c'est dans les journaux ces temps-ci, les sondages concernant le mariage homosexuel, concernant l'adoption et ainsi de suite, l'adoption par les couples homosexuels. Et si vous regardez les sondages au fur et à mesure du temps, vous voyez qu'il y a une évolution constante, globale, même si de temps en temps il y a des pics, une évolution constante vers une acceptation de plus en plus forte, qui est liée à un effet mécanique de déplacement dans la pyramide des âges. De la même façon, quand vous vous intéressez à une équation qui décrit la distribution des particules, il va y avoir des lois qui vont vous dire comment la distribution tout entière va évoluer. Est-ce que les particules vont globalement devenir plus rapides? Ou est-ce qu'elles vont prendre une vitesse moyenne entre les deux? Est-ce qu'il va y avoir des zones de haute vitesse ou de haute énergie qui vont se former? Et ainsi de suite. En 1866 est inventée par Maxwell et Boltzmann l'équation dite de Boltzmann. Une équation qui est encore mystérieuse malgré ses 146 ans d'âge. Une équation qui vous décrit l'évolution d'une assemblée de particules, comme dans un gaz, qui est soumise à des collisions entre particules.
L'équation comporte deux termes. Un terme dit de transport qui vous indique que les particules elles ont envie d'aller en ligne droite, en dehors des catastrophes, et un terme qui vous dit que de temps en temps, deux particules se rencontrent, entrent en collision, ça fait comme un gigantesque billard dans lequel les molécules se cognent les unes les autres. Vous pouvez vous imaginer les choses comme ça dans le monde qui nous entoure. À chaque instant, vous êtes bombardé par des milliards de molécules, elles vous cognent dans tous les sens, elles se cognent aussi les unes et les autres entre elles, et c'est absolument, la trajectoire de chaque particule est absolument imprédictible. Ce genre d'équation, à l'époque de Maxwell et Boltzmann, c'était un progrès considérable. C'était aussi très audacieux parce que intellectuellement, c'est extrêmement audacieux de remplacer l'image qu'on a de quelque chose de très calme, un flux de repos, par l'image de particules qui s'agitent dans tous les sens et dont les effets se compensent. C'était aussi extrêmement productif, et l'équation de Boltzmann, aujourd'hui, est une des équations les plus célèbres dans la physique théorique. Une équation qui à la fois est utilisée par les ingénieurs pour étudier l'évolution de l'air au cours des ailes d'un avion, par exemple, en haute atmosphère, qui est utilisée dans les simulations pour simuler les trajets des gaz dans certains moteurs, mais aussi une équation qui donne des informations sur un phénomène mystérieux, la flèche du temps, l'écoulement du temps. Cette équation, je l'ai réécrite ici en explicitant un peu davantage le dernier terme. Regardez comme c'est beau. Cette équation, c'est l'une des équations qui décrivent le monde statistique qui nous entoure. Dépendant des régimes, vous aurez telle ou telle équation. Chacune de ces équations décrit des fluides à partir d'une modélisation microscopique simple du monde. Comme tout à l'heure encore, à chaque fois, il s'agit de reproduire, d'expliquer des effets complexes à notre échelle par des effets simples à une échelle microscopique. Celle-ci donc, c'est l'équation de Boltzmann qui modélise des molécules subissant des chocs. C'est là-dessus que j'ai fait ma thèse et que j'ai travaillé pendant une bonne dizaine d'années. Une dizaine d'années en tête-à-tête avec la charmante équation. Et c'est quelque chose d'assez miraculeux dont on n'a pas idée quand on est en dehors du champ scientifique, à quel point on peut se prendre de passion pour un problème qui semble extrêmement réduit. Et découvrir qu'en fait, le problème qui semble extrêmement réduit, eh bien, il s'ouvre sous vos yeux au fur et à mesure d'une manière incroyable. Vous découvrez toute la richesse de ce problème, et aussi combien il est en relation avec de nombreux autres problèmes, d'autres sciences et d'autres champs de la même science. En dessous, vous avez ici l'équation dite de Vlasov. J'y reviendrai, mais c'est l'équation pertinente pour décrire les galaxies, avec les interactions entre les différentes étoiles. Encore en dessous, vous avez une variante qui s'appelle l'équation de Fokker-Planck-Landau, avec un membre un peu compliqué ici, qui est utilisé en physique des plasmas pour décrire l'évolution des électrons en tenant compte des lois de frottement, si je puis dire, au niveau microscopique qui interviennent de temps en temps. Et puis ici, celles-ci sont d'autres équations de mécanique des fluides, les équations de Navier-Stokes compressibles. Équations qui décrivent l'évolution d'un fluide visqueux, compressible, des équations extrêmement importantes qui tous les jours sont simulées sur des ordinateurs partout dans le monde pour prédire la météorologie, par exemple. Tous les calculs de Météo France, c'est comme une sorte de gigantesque ode à l'équation de Navier-Stokes. Il s'agit de la prédire le plus précisément possible en tenant compte de toutes sortes de paramètres avec l'interaction entre les océans, l'atmosphère, les continents et tout ce que vous voulez. Toutes ces équations sont extrêmement importantes, extrêmement utiles et en même temps assez mystérieuses. On constate qu'elles s'appliquent bien, elles rendent de grands progrès. On n'a toujours pas vraiment compris pourquoi elles s'appliquent. Au sens où elles ont été obtenues à chaque fois avec des raisonnements en partie rigoureux, en partie heuristiques, et aucune d'entre elles n'a été pleinement validée à partir des lois microscopiques. Ça fait partie des problèmes ouverts, simples et fondamentaux, qui agitent encore ceux qui sont au travail à l'interface entre physique et mathématiques. Il y en a d'autres
des problèmes ouverts qui vous sont familiers, comme par exemple la transition de phase, le fait qu'un liquide puisse se changer en vapeur quand on le chauffe. À la base, au fond du fond, c'est un problème mathématique non résolu. Et il n'empêche que ça marche, et ça marche extrêmement bien. Dans votre travail, quand vous êtes mathématicien et que vous travaillez sur ces équations, qu'est-ce que c'est? C'est pas de résoudre les équations, comme on peut le croire souvent, ça n'a pas de sens de résoudre les équations. Ça veut dire quoi, une solution de l'équation déjà? Il n'y a pas de formule pour la donner. Votre travail, ça peut être de trouver comment calculer de manière informatique les solutions. Ça peut être aussi comprendre certaines lois, certaines règles qui s'appliquent aux solutions. Comprendre qualitativement ce qui va se passer. Pour ça, il vous faut une étude de l'équation et trouver une façon de les ordonner. Comprendre des grands principes qui les dominent. En suivant le mot de Poincaré, le savant n'est pas là pour accumuler les faits, mais pour les ordonner. La science est faite de faits, comme une maison est faite de pierres, mais une théorie scientifique n'est pas plus une accumulation de faits qu'une maison est un tas de pierres. Le savant doit ordonner et trouver des principes généraux qui permettent de comprendre. Un de ces principes généraux a été introduit dans les années 1860, au cours d'une révolution conceptuelle liée à la physique statistique, révolution fondamentale, non moins importante que la révolution scientifique qu'on a connue au début du XXe siècle avec la mécanique quantique, même si elle est un peu moins connue, elle n'est pas moins importante, une révolution qui nous permettait d'envisager les systèmes constitués d'un très très grand nombre de particules. L'un des concepts qui ont été mis à jour à ce moment, c'est la fameuse entropie. L'entropie, déjà joue un rôle prépondérant en thermodynamique dès le début du XIXe siècle, et qui acquiert un rôle, une interprétation mathématique avec les travaux du physicien autrichien Ludwig Boltzmann. L'entropie, c'est un concept à la fois simple et profond. Ça repose sur le fait que chaque fois que vous vous intéressez à un système, vous ne pouvez pas le connaître entièrement, à moins d'être omniscient. Vous n'en avez qu'une vision partielle. Vous le ressentez et vous pouvez agir dessus seulement de manière partielle. Il y a donc une incertitude qui reste par rapport à toutes vos observations, par rapport à toutes vos actions. Considérons un gaz. Un gaz, vous le ressentez par l'action qu'il a sur vous. Ça peut être une température que vous mesurez, ça peut être une pression que vous ressentez, ça peut être une vitesse que vous mesurez. Chacune de ces mesures fait intervenir un nombre considérable de particules. La pression, par exemple, résulte de l'action de choc de très très nombreuses particules sur vous. Ce ne résulte pas de la position individuelle des particules. Quelle que soit donc la précision de vos mesures, il vous restera une incertitude. Tout ce que vous pourrez mesurer, ce sont des moyennes. Ce sont des distributions statistiques du gaz. Et il vous restera une incertitude sur les positions exactes de toutes les molécules. De manière plus générale, chaque fois que vous observez un système, il y a un décalage entre ce que vous pouvez observer et la réalité du système. Cette incertitude, on va l'appeler entropie. On va regarder tout le nombre de possibilités qui vous restent. Une fois que vous connaissez le système observable, ça vous laisse un grand nombre de possibilités pour le système tel qu'il est, et vous appelez W. La formule de l'entropie consiste à prendre le logarithme de cet ensemble d'états possibles, et puis il y a juste une constante de proportionnalité. Le logarithme décrit la taille de cet ensemble de possibles. Pour ceux qui ont un peu oublié de quoi il s'agit, on va tricher un peu en disant que le logarithme, c'est un peu le nombre de chiffres qu'il vous faut pour écrire un nombre. 1 million a un logarithme qui est de l'ordre de 6, 1 milliard de l'ordre de 9, si vous comptez en base 10, et ainsi de suite. Donc le logarithme W, c'est la formule de l'entropie. Petit exercice, un tout petit peu plus avancé, pour ceux qui veulent chercher, pour ceux que ça intéresse. Donnez-vous des fréquences observables, correspondant à différentes espèces de particules que vous allez pouvoir mesurer. Genre 10%, 13%, 15%, 17%, quelque chose comme ça. Première fréquence F1, deuxième fréquence F2, etc., dernière fréquence FK. Et vous vous demandez,
Prenons n particules, où n est gigantesque, peut-être 10 milliards de milliards. Il y a donc ces k boîtes correspondant à des états que j'arrive à différencier, par exemple des états d'énergie différentes. Comment puis-je ranger, de combien de façons puis-je ranger les particules dans les boîtes en respectant ces fréquences, de façon qu'il y ait 10% de particules dans la première boîte, 13% dans la deuxième, et ainsi de suite. Vous avez un exercice de type combinatoire, là derrière. De combien de façons peut-on ranger les particules en respectant certaines règles? La réponse, environ exponentielle de moins n fois la somme des FI logarithme de FI. Alors, à partir de là, c'était assez facile pour Boltzmann d'en déduire une formule générale qui, à partir d'une distribution de probabilité F, celle qu'on avait tout à l'heure, qui vous dit s'il y a plus ou moins de particules, déduit une formule approchée pour l'entropie, en prenant le logarithme de l'expression qui est là. Le logarithme, c'est l'inverse de l'exponentielle. Et à part ce coefficient R, on avait ici quelque chose qui est la somme des FI log FI. En termes mathématiques, la variante de ça, c'est l'intégrale de F log F. Pour qui les intégrales sont un lointain souvenir, n'essayez pas de comprendre la formule, mais juste de comprendre qu'il y a une formule maligne, trouvée par Boltzmann, qui relie cette courbe de probabilité F à la mesure de l'entropie, que considérait comme la mesure du désordre. Une façon de le calculer qui devenait accessible à un ingénieur, une façon opérationnelle de le calculer. Plus tard, l'américain Claude Shannon, l'un des pères de l'informatique, père de la théorie de l'information, qu'on utilise absolument tous les jours, actuellement, sans nous en rendre compte, a redécouvert la formule de Boltzmann. Il l'a redécouverte sans le savoir. Il a trouvé que ça avait un lien important dans quelque chose qui semblait n'avoir aucun rapport, qui était la théorie de la transmission du signal, la théorie de la communication, la façon de se transmettre des signaux les uns les autres avec des informations éventuellement cachées, des informations qui peuvent être des surprises ou pas. Il nous parle ici, dans cette petite anecdote, de la façon dont il est arrivé à définir ce qu'on appelle depuis l'entropie de Shannon, une notion qui a inspiré beaucoup de monde, des scientifiques, des philosophes, des écrivains. Je pensais appeler cette quantité information, dit Shannon, mais le mot était trop utilisé, et j'ai donc décidé de l'appeler incertitude. Quand j'ai discuté de ça avec John von Neumann, un autre des pères de l'informatique, hongrois, naturalisé américain, qui a joué un rôle important dans le projet Manhattan au cours de la Seconde Guerre mondiale, John von Neumann donc avait une meilleure idée. Tu devrais appeler ça l'entropie, pour deux raisons. Tout d'abord, ton incertitude a déjà été utilisée en mécanique statistique sous ce nom, donc il a déjà un nom. C'est une bonne raison, et une illustration du fait que souvent en science, on redécouvre dans une branche des concepts qui apparaissent dans une autre branche. Et puis, d'autre part, et ce qui est plus important, personne ne sait vraiment ce que c'est que l'entropie. Donc dans un débat, tu auras toujours l'avantage. C'était aussi une raison intéressante, et du fait, utiliser ce mot qui est un peu mystérieux, l'entropie, certainement ça a participé à la rendre populaire et à faire qu'il y a aussi beaucoup de gens un peu particuliers qui se sont intéressés. De nos jours, la formule de l'entropie, vous la trouvez gravée sur la tombe de Boltzmann. S égale K log W. Et malgré la malédiction de von Neumann, on comprend un peu ce que ça veut dire. C'est ce dont je vous ai parlé tout à l'heure. C'est l'incertitude qui vous reste une fois que vous avez observé le système. On peut le considérer comme une information. Remarquez que Shannon ici hésite entre information et incertitude. Et ça peut sembler curieux parce qu'on a l'impression que c'est antinomique l'un de l'autre, l'information et l'incertitude. Pas du tout, c'est une question de point de vue. Ce qui fait la valeur d'une information, c'est l'incertitude a priori. Si, quand vous écoutez quelqu'un discourir, vous savez à l'avance ce qu'il va dire, comme malheureusement c'est trop souvent le cas, certaines fois, je sais pas moi, en politique ça arrive régulièrement,
si vous savez à l'avance ce qui va être dit, le fait d'écouter votre orateur ne vous apporte aucune information. Si au contraire il y a beaucoup d'incertitudes a priori, le déchiffrage du message vous apportera une grande information. L'information, si vous voulez, c'est la réalisation de quelque chose qui était incertain a priori. Et c'est en cela que l'incertitude est précieuse. Donc l'information, mais aussi l'entropie, c'est lié au désordre. Un système dont on ne peut pas savoir en l'observant dans quel état il est, c'est un système qui est a priori désordonné. Ben oui, le gaz, là, s'il y a beaucoup de configurations possibles, même si je mesure la pression, je ne saurais pas reconstituer l'état final du gaz. Donc il y a une notion de désordre derrière. Donc désordre et information. Alors, première chose à remarquer, ici, ça c'est la tombe de Ludwig Boltzmann au Zentralfriedhof de Vienne. Je vous recommande, si vous allez là-bas, allez faire un tour. Il y a beaucoup de personnages illustres qui sont enterrés. Alors, si vous arrivez suffisamment aux bons horaires, vous devez avoir quelqu'un pour vous guider. Quand j'y étais là, un peu tard en soirée, impossible de trouver quoi que ce soit pour me dire où aller. Et c'est un cimetière gigantesque, le Zentralfriedhof. Vous pouvez vous y perdre facilement. Il y avait une famille de touristes qui était sur un banc à côté de moi, qui me voyaient un peu désemparé. Je leur demande, je leur dis, vous savez, où est-ce que je peux trouver un plan ou une information ou quelque chose? Et ils m'ont répondu, non, non, il n'y a pas de plan, il n'y a rien. Mais qui vous cherchez? Alors j'ai dit, je cherche Ludwig Boltzmann, en me disant, sans doute ils ne connaîtront pas, mais quand même. Et le chef de famille m'a regardé avec les yeux qui pétillaient et m'a répondu très exactement à S égale K log W. Il m'a mené à la tombe, dont vous voyez que cette formule, finalement, en plus d'être une sorte de malédiction, une définition profonde, c'est aussi une sorte de mot de passe entre initiés qui se retrouve dans les cimetières. S égale K log W, il y a quelque chose de magique derrière. Et ça résume toute une théorie. Et désordre et information, l'autre anecdote que je vais partager avec vous, pour que vous vous en souveniez bien, c'était une fois où je me retrouvais après un plateau télévision, dans la salle de démaquillage, en train de discuter avec l'animateur, et il me demande d'écrire sur le mur quelque chose qui me tient à cœur, hein, ça peut être le nom de ma bien-aimée ou qui sait quoi. Il y en avait d'autres qui avaient écrit des choses, des petits dessins avant, et puis moi j'ai marqué la formule de l'entropie, et j'ai marqué désordre et information. Et là il avait l'air content. Il a regardé, il a dit c'est super, ça pourrait être la devise de notre chaîne. Désordre et information. Et il a ajouté, je ne dirais pas sur quelle chaîne c'était, et il a ajouté, ça vaut mieux que le contraire, un ordre et désinformation. Alors, il y avait quelque chose d'important derrière, au sens où évidemment, le contrôle de l'information, c'est un des canaux principaux par lesquels vous faites régner l'ordre dans des régimes autoritaires. Alors, Boltzmann, le pauvre Boltzmann, si je puis dire, il n'a pas eu de chance, il était assez psychologiquement tourmenté à la fin de sa vie, persuadé qu'on n'arriverait jamais à observer sa théorie de manière expérimentale, à une théorie basée sur l'invisible, justement, ces atomes qu'on ne pouvait pas observer. Il s'est suicidé en 1906. Le colloque à Vienne avait lieu un siècle après sa mort. Et pourtant, sa théorie a été extrêmement féconde et extrêmement inspirante. C'est à peu près à la même époque, c'est même un an avant, par ironie du sort, que Einstein d'un côté, Smoluchowski de l'autre, comprennent comment interpréter le mouvement brownien à l'aune de la théorie de Boltzmann, avec une vision atomiste. Et on obtient, avec les expériences de Svedberg, les expériences de Perrin, le calcul du nombre d'Avogadro qui convaincra tout le monde que finalement les atomes sont bien une réalité. Je vous ai parlé de Shannon qui retrouve l'idée de Boltzmann sur l'information. Mark Katz, l'un des principaux probabilistes du XXe siècle, dira du livre de Boltzmann que c'est l'un des plus importants de toute l'histoire des sciences exactes. L'équation de Boltzmann
de nos jours, est aussi utilisé, comme je vous en parlais, dans des applications concrètes par des ingénieurs pour le calcul de trajets de gaz dans certains écoulements. Que dit la théorie de Boltzmann ? Un des enseignements fondamentaux de Boltzmann, c'est que sous l'effet de processus aléatoires, imprédictibles, décorrélés, chaotiques, l'entropie augmente toujours. Le désordre ne peut qu'augmenter. Regardons-le sur cette petite expérience, un classique. Prenez une boîte, divisez-la en 2 compartiments, avec une cloison, mettez du gaz d'un côté, le vide de l'autre. Ici, j'ai représenté quelques particules, mais il faut vous imaginer qu'il y en a des milliards de milliards. Supprimez la cloison au début de l'expérience. Que va-t-il se passer? Alors, on a l'habitude de penser, on comprend bien que la nature a horreur du vide, comme on dit, et le gaz va envahir l'espace vide ainsi créé. Et on pense à un appel d'air, une aspiration du gaz par le vide, qui va se répandre dans tout le compartiment. Ce que nous enseigne Boltzmann, c'est qu'il ne s'agit pas du tout d'une force qui attirerait les particules dans le vide. À la base, c'est tout simplement un phénomène selon lequel le gaz a envie de se répartir dans la configuration la plus désordonnée qui se puisse. Et évidemment, c'est beaucoup plus désordonné d'envahir tout le gaz plutôt que de rester sagement dans la moitié, dans le compartiment droit. Quand vous prendrez une particule au hasard, au départ, il y avait une information que vous connaissiez déjà, c'est que la particule était dans le compartiment de droite. Maintenant, vous n'avez plus d'informations, l'état est plus désordonné. Vous pouvez faire une analogie dans le monde qui nous est familier avec une cour d'école. Prenez des petits enfants, l'école primaire, faites-les descendre bien en rang et mettez-les, libérez-les dans la cour pendant la récréation, et vous les verrez, peut-être qu'au début ils sont bien rangés, mais au bout de quelques temps ils seront répartis dans toute la cour. Non pas parce qu'ils ont envie d'aller vers le vide, ou parce qu'ils se donnent le mot pour se répartir partout, mais simplement parce qu'ils vont agir par petits groupes désordonnés, incohérents, chaotiques. L'un va aller jouer par ici, les autres vont aller se battre dans un coin, d'autres vont faire un concours de billes par là et qui sait quoi. Et sous l'effet de tous ces événements aléatoires, si on veut, ils vont occuper toute la cour parce que c'est ce qui est le plus désordonné. Vous allez me dire, si vraiment il s'agit là d'un phénomène aléatoire, le fait qu'on aille vers un état plus désordonné, eh ben, ça devrait être quelque chose de probable, mais pas quelque chose de certain. Ça devrait se faire que la plupart du temps, ça envahit la boîte, mais des fois, ça ne le fait pas. Je veux dire, ouais, peut-être, mais il faut bien avoir conscience des probabilités qui sont mises en jeu. L'entropie mesure une différence dans le nombre des possibles. Ici, il y a moins de possibles que là, parce que quand je peux envahir toute la boîte, ça m'offre plus de possibilités de configuration quand je peux envahir seulement la moitié de la boîte. Question, combien de fois plus de possibles? Faisons un petit calcul, en supposant qu'il y ait 10 puissance 17 particules, ce qui est tout à fait réaliste, et on se demande, par rapport au nombre de possibilités pour le gaz d'envahir la boîte entière, combien de fois plus grand c'est que le nombre de possibilités d'envahir la demi-boîte? On a idée que c'est peut-être beaucoup plus grand que 10 puissance 17, qui est déjà un très très grand nombre. En fait, c'est monstrueusement plus grand que ça. La formule correspondante, c'est 2 puissance 10 puissance 17. Et ça, c'est un nombre qui est tellement grand que nos pauvres cerveaux ne peuvent même pas en avoir idée. Si on veut s'en faire une idée, on peut la comparer au volume de la galaxie divisé par le volume du proton. Un volume de la galaxie, vous imaginez ce truc-là, par rapport au volume du proton, là, à la fois dans l'infiniment grand, l'infiniment petit. Mais même ça, même le volume de la galaxie par rapport au volume du proton, c'est ridiculement petit par rapport à ce nombre, à ce ratio qu'il a. Ce qu'il faudrait faire, en fait, c'est prendre le volume de la galaxie, prendre le proton dans la galaxie, puis le proton l'agrandir aux dimensions de la galaxie et reprendre un proton dedans. Et puis recommencer encore, et encore, et encore, et encore, 200 000 milliards de fois. Et là, vous avez une idée de à quel point ce nombre est grand. Alors, quand on a affaire à des nombres comme ça, des probabilités qui correspondent à des ratios aussi grands, ben, ce qui est probable se change en certitude. Et c'est pour ça que jamais aucun d'entre vous, de toute sa vie, n'observera un gaz qui reflue
du vide vers le plein. Donc il y a là quelque chose de profond et quelque chose d'inexorable. Et ça vous explique que dans un gaz, donc l'entropie cherche toujours à augmenter. Ça, c'est un problème sur lequel j'ai travaillé pendant des années. Prenez-le comme une variante du problème de la galaxie dont je vous parlais. On prend un gaz et on se demande qu'est-ce qui va se passer si on attend assez longtemps. Et on sait depuis Boltzmann qu'on a tendance à aller vers une distribution d'entropie maximale. Les distributions d'entropie maximale sont des objets familiers. Ce sont des courbes en cloche, des courbes gaussiennes comme on les appelle, qui interviennent dans la théorie des sondages, qui interviennent dans les fluctuations de toutes sortes de phénomènes dans notre échelle. Quelque chose d'universel, dont l'apparition universelle est expliquée précisément par le fait que ce sont des distributions dont l'entropie est maximale, sous certaines conditions. Alors, voyez comment ça s'inscrit dans la problématique. Je vous parlais de galaxie, je vous disais une galaxie, on va la transformer en quelque chose qui ressemble à un gaz. Pour un gaz, on a l'équation de Boltzmann. L'équation de Boltzmann, on sait qu'il y a convergence vers une distribution de maximum d'entropie. Et on a très envie de dire, voilà, on a réussi à résoudre le problème de la stabilité de la galaxie. Du fait qu'il y a ce très grand nombre de particules, on va aller vers un maximum d'entropie et une distribution gaussienne. Et c'est peut-être ça qu'on avait en tête vers le milieu du XXe siècle. Dans les années 1960, un revirement à nouveau, on comprend que c'est une fausse piste. La science procède souvent par aller-retour, où on s'embarque dans des fausses pistes, on revient sur ses décisions et ainsi de suite, et on finit par converger, quand ça va bien. Dans les années 1960, donc l'astronome Lyndon Bell découvre qu'effectivement, s'il est vrai que les galaxies ont tendance à revenir au repos et que ce qu'on observe dans les galaxies, c'est plus ou moins homogénéisé, un peu comme le gaz qui, dans la boîte, s'homogénéise un peu partout. C'est vrai qu'on observe à peu près ça, mais c'est certainement pas dû à la théorie de Boltzmann. Parce que quand on regarde l'augmentation de l'entropie dans une galaxie, c'est extrêmement lent. Dans un gaz où il y a des collisions entre les particules, c'est assez rapide, mais dans une galaxie où les collisions entre étoiles sont très rares, l'augmentation d'entropie est très très lente. Et si on faisait confiance à la théorie de Boltzmann pour expliquer la relaxation de la galaxie, il faudrait attendre bien de nombreuses fois l'âge de l'univers. Lyndon Bell introduit donc le concept de relaxation violente. Qui veut dire quoi? Que dans une galaxie, il semble qu'il y ait tendance à retourner au repos, retourner à un état homogène, sans pour autant qu'il y ait augmentation d'entropie. Alors, c'est une tradition, si je voulais être un peu méchant, je dirais que c'est une tradition en astronomie, en astrophysique, quand on tombe sur quelque chose qu'on ne comprend pas, de donner un nom et de dire que c'est une grande découverte. Et on pourrait interpréter comme ça la matière noire, l'énergie noire, ou toutes sortes de concepts. Ça serait un petit peu méchant de dire ça, même si il y a un petit quelque chose là-dedans peut-être. Les astronomes sont souvent dans l'erreur, mais jamais dans le doute. C'est une citation de Landau. Alors, en l'occurrence, on observe ça, il y a relaxation, mais on ne comprend pas pourquoi, c'est plus rapide que l'entropie, alors on l'appelle relaxation violente. Pour faire avaler la pilule, Lyndon Bell argumente au moyen de l'amortissement Landau. L'amortissement Landau est un phénomène proposé par le très grand physicien soviétique Lev Landau dans les années 40, selon lequel dans un plasma, il y aurait une stabilisation près des équilibres homogènes. On va expliquer ce que ça veut dire. D'abord, un plasma, ici encore une image piquée à Wikipédia. Un plasma, qu'est-ce que c'est? C'est un état de la matière dans lequel vous avez séparé au niveau atomique les électrons des noyaux. Et vous obtenez comme ça une sorte de soupe de charges positives et négatives qui ne correspond pas à la même physique que les gaz ou les solides ou les liquides. C'est un autre état de la matière. C'est un état qui est très fréquent dans l'univers, en particulier dans les milieux stellaires, dans la couronne solaire. C'est un état dont la domestication comporte des enjeux considérables. C'est toute la problématique de la fusion nucléaire, expérimentée soit dans les tokamaks, soit dans les appareils à confinement, fusion par confinement.
qu'on cherche à domestiquer pour obtenir de la production d'énergie par fusion nucléaire. La description des plasmas est donc un enjeu théorique autant que pratique fondamental. Et là où un physicien peut voir toutes ces belles choses, le mathématicien verra derrière cette belle équation qui s'appelle l'équation de Vlasov et qui se substitue à l'équation de Boltzmann pour décrire les plasmas. Quand vous regardez un gaz avec des collisions, c'est l'équation de Boltzmann. Quand vous regardez un plasma dans lequel sont sources d'interactions électrostatiques qui comptent, les charges négatives se repoussent entre elles, vous regardez cette équation dite de Vlasov. Et vous cherchez à l'étudier pour comprendre comment se déroule, comment évolue le plasma. C'est la même équation qui marche dans une galaxie. Parce que, après tout, une galaxie, un plasma, c'est une soupe d'électrons avec aussi des noyaux. Une galaxie, on peut la voir comme une soupe d'étoiles. Avec une différence fondamentale, tout de même, que les électrons se repoussent alors que les étoiles s'attirent. Ça revient à changer un signe dans l'équation. Et là, vous trouvez une caractéristique importante en mathématiques, c'est qu'avec un même objet, vous pouvez décrire des phénomènes extrêmement différents, en changeant seulement certains paramètres. Ici, en changeant simplement un signe, vous changez de la description d'un plasma à la description d'une galaxie. Et certaines des techniques que vous découvrez en étudiant le plasma pourront s'appliquer à la galaxie et vice-versa. Et là, c'était le cas avec Landau ou Lynden-Bell. Ce qu'avait découvert Landau dans le cadre des plasmas, Lynden-Bell a suggéré que ça s'appliquait aussi aux galaxies. Voici ce que nous dit Landau. Ça, c'est Landau. Il a pas l'air content sur cette image et on le comprend, c'était l'époque où on l'envoyait en prison. Pour aucune bonne raison, évidemment, mais à l'époque, dans le régime où il vivait, pour le coup, c'était très ordonné, on va dire, et plein de désinformations, et si vous avisiez donné des informations, ça pouvait mal se passer pour vous. Alors, Landau, après sa sortie de prison, reprend une activité scientifique extraordinaire, et en particulier, suggère que si on s'intéresse à un plasma, et qu'on parle d'une distribution d'équilibre où le profil de densité entre les positions et les vitesses dépend que de la vitesse, et donc c'est homogène par rapport à la position, homogène en chaque point qui est considéré, et si on le perturbe, alors cette distribution statistique perturbée va converger vers un autre équilibre. Même s'il n'y a pas d'augmentation d'entropie, il va y avoir une tendance à aller vers un état stable homogène. De la même façon que tout à l'heure, dans le gaz, on avait tendance, partant d'une situation inhomogène, à aller vers une situation homogène. Et ça, c'est remarquable parce que l'équation utilisée par Landau, c'était cette équation de Vlasov dans laquelle il n'y a pas d'augmentation d'entropie. Ça a surpris beaucoup les gens à l'époque et suscité des controverses. En particulier, s'il n'y a pas d'augmentation d'entropie, il n'y a pas de flèche du temps, et l'équation de Vlasov, elle traite le passé et le futur de la même façon. Quand vous allez vers le passé ou vers le futur, c'est la même chose pour l'équation. Alors pourquoi est-ce qu'on aurait une direction privilégiée? Pourquoi est-ce qu'il y aurait une relaxation? Est-ce que l'amortissement Landau est solidement établi? Landau, si vous regardez ce qu'il fait, si on l'examine, on constate qu'il triche. On le fait toujours, et c'est normal. En science, le monde est bien compliqué, là on fait des simplifications, on raisonne sur le modèle simplifié et on espère que ça s'applique quand même à l'équation de départ. Et Landau, il a remplacé l'équation de départ par une équation simplifiée qu'on appelle linéarisée. Il a remplacé quelque chose qui était non linéaire par quelque chose qui était linéaire, et il a fait tous les calculs sur ce qui est linéaire. Est-ce qu'il avait le droit ou pas? En 2009, avec mon collaborateur Clément Mouot, on a montré que Landau avait effectivement le droit et que ce qu'il avait démontré pour l'équation linéarisée s'applique aussi à l'équation non linéaire, la vraie, entre guillemets, équation des plasmas ou des galaxies. C'était un problème qui était ouvert depuis un bon moment, puisque le problème de passer du linéarisé au non linéarisé, il avait été posé dès 1960. C'est un problème qui était délicat au sens où il y avait plusieurs ordres de grandeur de difficulté à traiter l'équation non linéaire par rapport à l'équation non linéaire. Et ce qu'on a montré, c'est que l'amortissement Landau avait effectivement lieu dans le monde mathématique pour l'équation non linéaire. Alors, d'un côté, ceci établissait un résultat donc de stabilité pour cette équation des galaxies si l'on veut. Répondant à la question, oui,
si on regarde en temps grand, à partir d'une petite perturbation, il va y avoir convergence, il va y avoir homogénéisation, il va y avoir relaxation vers un état d'équilibre. Ça, c'est une partie de votre problème quand vous êtes chercheur en mathématiques, c'est de trouver des solutions, des réponses aux questions. Une autre partie, au moins aussi importante, c'est le raisonnement par lequel vous êtes arrivé à la conclusion, et en particulier savoir si ce raisonnement peut vous amener à un nouveau point de vue. Et le travail sur cette question nous a amené à montrer que, de manière qui était pour nous inattendue, l'amortissement Landau, il était lié avec deux autres paradoxes très célèbres en mécanique théorique du XXe siècle. L'un, c'est le théorème dont je parlais tout à l'heure, le théorème de Kolmogorov, selon lequel certains systèmes perturbés restent ordonnés sans contrainte apparente. Et là aussi, il y a un aspect paradoxal dans l'amortissement Landau. Il n'y a rien dans l'équation non linéaire qui vous force à relaxer, mais pourtant vous relaxez. Et la raison, c'est que vous êtes proche du linéarisé en un certain sens. Et l'autre, c'est un phénomène connu des praticiens des plasmas, l'expérience de l'écoplasma, découverte dans les années 60. Je vais vous la décrire, cette expérience. Elle vous montre que les plasmas sont des objets intéressants et subtils. Préparez un plasma dans votre laboratoire, au repos, et envoyez une petite impulsion à l'instant initial, selon une certaine fréquence spatiale, réalisant ainsi un petit champ de force inhomogène. Et puis, la petite impulsion provoque un champ électrique dans votre plasma à une certaine fréquence, et cet champ électrique il va s'atténuer spontanément jusqu'à revenir à quelque chose qui semble être l'équilibre. Et puis, vous envoyez une seconde impulsion à ce moment-là, à une autre fréquence. Et là, pareil, vous allez avoir un dérangement du champ électrique et puis un retour avec ce qui semble être l'équilibre. Et ne faites rien, et vous observerez à un certain temps très précis une réponse spontanée du plasma, plus tard, qu'on appelle l'écho. Alors qu'il semble être revenu à l'équilibre, il va se manifester qu'il a gardé la mémoire des deux impulsions précédentes. Il y aura un écho, et c'est tout, au moins dans le régime linéarisé. Ceci vous montre que les plasmas sont des objets qui réagissent avec une sorte de retard. C'est comme si des ondes interagissaient dans le plasma et elles réagissent avec un certain retard. Ceci, comme nous l'avons compris, là aussi ce n'était pas quelque chose qu'on attendait, est important dans l'étude de la stabilité. Qui dit retard, dit stabilité accrue. Je n'en dis pas plus sur la preuve, et donc dans ce travail avec Clément Mouot, il s'agissait d'une longue preuve mathématique qui introduit de nouvelles idées et un nouveau point de vue sur ce phénomène étudié depuis très longtemps, l'amortissement Landau. Il met un terme à environ 50 ans de controverse. Je ne vais pas dire que c'était une controverse chaude, mais quand même, vous voyez des articles qui adoptaient des points de vue différents là-dessus. Et c'est, dans un certain point de vue, le premier résultat de relaxation non linéaire sans augmentation d'entropie. Avec l'identification précise de la raison de la relaxation est due au confinement, le fait que votre plasma il va être dans une boîte, ou votre galaxie elle a une géométrie qui la confine, et au mélange, le fait que toutes les particules vont sur des trajectoires différentes, des vitesses différentes, et qu'elles se mélangent dans l'espace des configurations possibles. Pour prendre une analogie, là encore avec quelque chose qui nous est familier, je vais vous parler de fourmilière. Observez une fourmilière. Si vous regardez une fourmi déterminée, vous verrez qu'elle suit une trajectoire assez déterministe. Et elle suit son chemin, des fois, sans faire attention aux fourmis qui passent à côté ou aux interactions. Mais si vous regardez l'ensemble de la fourmilière, vous aurez l'impression de quelque chose qui grouille, d'un fluide, qui se meut et qui peut donner une impression d'équilibre, de permanence, alors que chacun de ses constituants bouge, et tout ça dans des directions différentes. Le mélange des trajectoires des fourmis aboutit à votre impression d'une certaine stabilité statistique. Il y a un peu de ça dans l'amortissement Landau. Sauf que, évidemment, la formulation mathématique est moins drôle, ou plus drôle, ça dépend de votre point de vue, que celle de la fourmi. Voici la première page de notre travail avec Clément Mouot, la table des matières d'un article qui s'étale sur 180 pages, pour démontrer seulement un résultat. Et ici,
2 pages prises au hasard de la démonstration. Alors, ce travail, pour moi, c'est un énorme investissement intellectuel et affectif. Quand vous arrivez mathématiquement à maîtriser, à mettre sur pied une démonstration aussi compliquée, ça a un côté assez exaltant. Pour autant, et si vous gardez les pieds sur terre, et comme c'est le cas à peu près toujours, vous savez bien que c'est une toute petite goutte d'eau par rapport à tout ce que vous aimeriez faire. Tout ce travail, c'est seulement pour étudier les situations perturbatives dans lesquelles on part d'une situation proche de l'équilibre. Mais dans la vraie vie, très souvent, on part loin de l'équilibre. Qu'est-ce qui se passe quand on est très loin de l'équilibre? Personne ne le sait. Qu'est-ce que c'est que la relaxation violente? Est-ce que c'est lié à l'amortissement Landau, comme le suggérait Lynden-Bell, ou est-ce que c'est complètement différent? De cela, nous n'avons aucune indication pour l'instant. Donc ça, c'est symptomatique, je dirais, de la façon dont la recherche mathématique et scientifique plus généralement progresse. De manière générale, à peu près tout est inconnu, vous avez un océan d'inconnus, et puis il y a des îlots de connaissances, des choses que vous approfondissez, des choses qui sont exaltantes, qui sont des constructions remarquables, et qui sont extrêmement précieuses, même si c'est seulement une toute petite goutte d'eau. Ici, on peut encore citer Poincaré. Je vous ai dit, c'est le centenaire de Poincaré, et puis je suis directeur de l'Institut Poincaré, donc toujours, je ne perds pas une occasion de citer Poincaré. La pensée n'est qu'un éclair dans une longue nuit, mais c'est cet éclair qui est tout. Voilà. Je vous remercie. Merci infiniment Cédric Villani. La parole est à vous. Auditeur attentif, je l'ai vu, aussi bien d'ailleurs ici au premier étage, comme j'ai l'habitude de dire, ou alors au rez-de-chaussée. S'il y a des personnes qui ont des questions à poser dans la salle vidéo, vous vous manifestez, on va pouvoir vous apporter un micro, vous levez la main tout simplement. Je pense que Cédric Villani voit cette salle. Ouais, je les vois. Salut. Vous savez, Science Action ne recule devant aucune perfection technique et technologique. Voilà. Et si, petit commentaire pour ceux qui souhaitent poser des questions. N'hésitez pas à poser des questions qui sont en dehors du cadre strict de cet exposé. Oh, il ne se prive pas en général, ne vous inquiétez pas. Alors, des questions, je vous en prie, allez-y. Non? Vous êtes bouche bée? Oui, monsieur, bonsoir. Voilà, on vous apporte un micro, vous parlez bien fort dedans, vous le tenez comme une glace, mais vous ne léchez pas. Merci pour ce superbe exposé. Alors, vous êtes parti avec des notions historiques, Kepler, Newton, etc. Y a-t-il une raison particulière pour laquelle vous n'avez pas mentionné le deuxième principe de thermodynamique, Carnot-Clausius, à propos de l'entropie? Est-ce qu'il n'y a pas de rapport entre votre entropie et celle dont ils ont parlé? J'avais l'impression que si. Merci de ce que vous pourrez dire là-dessus. Oui. L'entropie de Carnot et Clausius est fort proche de l'entropie de Boltzmann. L'entropie donc de Carnot et Clausius, elle se développe dans la thermodynamique, dans cette étude des relations entre les échanges d'énergie, de température qui constituent la thermodynamique. Et l'entropie, c'était une notion qui pouvait se calculer par moment, pour laquelle il y avait ce second principe, précisément selon lequel ça ne fait qu'augmenter. Quand on regarde un système isolé et des transformations réversibles, ce qu'apporte Boltzmann, c'est une généralisation et une interprétation de ce second principe. Une généralisation parce que Boltzmann définit l'entropie également pour un système hors d'équilibre, alors que dans le cas de Carnot et Clausius, classiquement, on l'a décrit uniquement pour un système qui a atteint un état d'équilibre. Et quand on est à l'équilibre, l'entropie de Boltzmann coïncide avec l'entropie de Carnot et Clausius. Clausius, c'est lui qui a introduit le nom entropie d'ailleurs. C'est aussi
une avancée conceptuelle au niveau du second principe de la part de Boltzmann considérable, même si dans un cas plus limité, Boltzmann démontre la croissance de l'entropie. Ça, c'est un pas conceptuel considérable. Avec Carnot et Clausius, on constate que l'entropie augmente et on érige cette constatation empirique en une loi, quelque chose qu'on ne discute pas. En revanche, Boltzmann donne des arguments pour convaincre. C'est un théorème, ce qu'il montre. Pas avec la rigueur parfaite qu'on pourrait attendre de mathématicien, mais quand même un raisonnement assez rigoureux, qu'on appelle le théorème H de Boltzmann. Donc il y a ces deux éléments qui sont des progrès par rapport à Carnot-Clausius. D'une part, la généralisation, avec ces formules S égale K log W ou S égale l'intégrale de F log F, moins l'intégrale de F log F, qui viennent généraliser la notion de Carnot et Clausius, éventuellement à des situations hors d'équilibre. Et puis au niveau du second principe lui-même, même si Boltzmann le fait seulement dans certains cas particuliers, comme les gaz, la démonstration du fait que l'entropie croît, au lieu que ce soit juste une acceptation de quelque chose qui a été vérifié par l'expérience. Voilà. Merci. La réponse vous convient, monsieur, je pense, oui. Oui, monsieur, allez-y. Tout à l'heure, j'ai fait ça. J'aimerais savoir si on sait pourquoi les masses s'attirent. Attraction, gravité, gna gna gna. Oula. Comment vous dites, gna gna gna? Oui, gna gna gna. Ah oui, d'accord. Oui. Je dis ça à chaque fois que j'ai un gros problème. Et... Oui, je crois que je vais vous reprendre votre expression. Non, mais je vous la donne sans droit. Hein. Je crois que je reprends. Non, enfin, en tout cas, c'est pour moi, c'est pas quelque chose qui est clair. Alors, pour le coup, un physicien des particules fondamentales vous donnerait plus d'éléments de réponse. Précisément, il y a ces questions liées aux transmetteurs des interactions, les bosons et les choses comme ça. Et je dirais que c'est quelque chose qui est en dehors. Bon, d'abord, c'est en dehors de ma sphère de compétences, et puis c'est quelque chose qui n'est pas encore clair. Ça dépend aussi de ce qu'on appelle pourquoi. Disons en tout cas que l'attraction entre des corps qui sont à distance, c'est quelque chose qui maintenant nous est familier. Du temps de Newton, ça a été considéré comme une sorte de régression obscurantiste. Précisément, on cherchait à expliquer tout par des actions du proche en proche, quelque chose de rationnel. L'attraction à distance, ça semblait être la manifestation de quelque chose de surnaturel, quelque chose de dingue. Il y a la déformation de l'espace-temps quand même avec Einstein pour l'attraction. Mais ça c'est en relativité, en relativité générale qu'on a ça en tête. La déformation de l'espace-temps, la façon dont précisément la masse courbe les trajectoires de la lumière, mais c'est, qu'on va dire, dans cette vision de l'attraction des masses, elle s'effectue même dans un cadre parfaitement classique, non relativiste, même quand l'espace est parfaitement droit selon tout ce qu'on peut imaginer. D'accord. D'autres questions, je vous en prie. Allez-y, profitez-en. Médaille Fields. Pas tous les jours, hein. Bon, il ne faudrait pas rigoler. Il y a une question. Alors, il y a une question. Question au rez-de-chaussée, oui, monsieur. Oui. Pardon. Oui, on va apporter le micro. Bonsoir, monsieur, je pense. Oui, bonsoir. Oui, bonsoir. Il y a un peu d'écho. On vous entend. Oui, je suis tombé aujourd'hui sur un article de Science et Vie et ça m'a paru bizarre parce que j'ai vu qu'il parlait d'une équation de Bayes, un révérend anglo-saxon d'il y a 300 ans, et il parlait d'une égalité très simple qui allait révolutionner ou qui est réétudiée par les scientifiques aujourd'hui, qui permet d'expliquer beaucoup de choses qu'ils ne comprennent pas aujourd'hui. Alors je voulais connaître votre avis sur cette équation, sachant qu'elle parlait de probabilité et que vous en avez beaucoup parlé dans votre exposé. Oui. Je l'ai vu passer aussi sur... Oui, ce n'est pas le meilleur numéro de Science et Vie. Non, je crois pas, non. D'autres diraient c'est dire. La formule de Bayes est quelque chose de fort connu depuis, ça doit être 3 siècles ou quelque chose comme ça, et très utilisé en probabilité, très utilisé depuis longtemps. C'est ce qui permet, c'est lié aux probabilités conditionnelles, et il s'agit de faire une sorte d'inversion du point de vue. Très souvent,
on est dans la situation où, face à un inconnu, on observe un résultat. Et on cherche à déterminer ce qui a causé ce résultat. Quelle est la cause? Par exemple, vous observez, vous avez une famille. Famille, elle vient d'un arbre généalogique. Vous observez les descendants et vous vous demandez quel est l'arbre généalogique qui a causé ces descendants et fait éventuellement avec des mutations ou des choses comme ça. Et il y a certains arbres qui seront improbables et d'autres qui seront probables. Et vous voulez savoir, sachant l'observation, qu'est-ce qui est le plus probable? Alors que ce qui est naturel et facile de calculer, d'habitude, c'est la probabilité d'un résultat en fonction des causes. La probabilité d'arriver à un certain résultat observable en fonction de quelque chose qui s'est produit. Et donc la formule de Bayes, elle vous permet d'inverser le point de vue. Passer d'un calcul qui vous dit, à partir de la cause, voici la probabilité d'observer la conséquence, à un autre qui serait, sachant la conséquence, quelle est la probabilité que ça vienne de telle cause. Donc ça c'est fondamental, mais c'est quelque chose qui est bien connu depuis 3 siècles et utilisé par toutes sortes de personnes dans toutes les sciences. Dont les médecins. Dont les médecins. Ouais. Je ne vois pas en quoi cela va révolutionner quoi que ce soit, en tout cas apporter quelque chose de nouveau par rapport au point où on en est. D'autres questions dans la salle vidéo ou ici? Oui, monsieur, allez-y. Bonsoir. Parlez bien fort dans le micro. Voilà. Bonsoir. Un mathématicien, un astronome finlandais au début du XXe siècle a résolu le problème des 3 corps, mais apparemment les séries qu'il a trouvées convergent de façon extrêmement lente. Est-ce que ces séries sont encore quand même utilisées par des chercheurs comme Jacques Lascar dans ces simulations par ordinateur? Alors, les séries ces séries ne sont pas utilisées par Jacques Lascar. Et il faut s'entendre sur la façon dont elles convergent, parce que effectivement il y a des façons de résoudre ces problèmes en série, mais justement ces séries elles sont divergentes. Ce sont des solutions formelles d'habitude. Ce que Poincaré a montré, c'est que vous pouvez très bien avoir pour des valeurs, beaucoup de valeurs des paramètres, une divergence des séries qui expriment les solutions de problème des 3 corps. Jacques Lascar, il adopte une attitude différente par rapport à la simulation des problèmes. D'abord, en tout cas, comment il le faisait historiquement quand il s'est lancé là-dedans, c'était pas par résolution des équations sur les positions des planètes. Il prenait une moyenne, il s'occupait uniquement de l'évolution des orbites, si on veut. Il remplaçait la position des planètes par l'évolution des orbites en fonction des paramètres d'évolution lente. Et de cette façon, il arrivait à diminuer la complexité du problème. Alors, en un certain sens, il remplaçait ces équations par un système d'évolution des paramètres qu'il avait développé de manière polynomiale. Il avait quelque chose comme 150 000 termes, qui était une équation polynomiale. Il simulait tout ça par ordinateur, avec une façon de le calibrer qui était juste le tout début, le tout début qui correspondait à une simulation déjà existante par d'autres moyens. De manière remarquable, il a obtenu des résultats qui étaient essentiellement superposables aux résultats développés par Scott Tremaine et son équipe au même moment, avec une puissance de calcul bien supérieure et une simulation directe du système. De manière générale, quand vous vous intéressez à ce problème, ce n'est pas le développement en série qui compte. En revanche, ce qui compte de manière fondamentale, c'est votre traitement des erreurs, vos approximations. Et dans les gens dans cette école, quand ils font des exposés pour spécialistes, ils passent beaucoup de temps à indiquer la façon dont ils gèrent les erreurs, les arrondis, éventuellement du traitement formel des calculs pour remplacer les expressions approchées par des expressions exactes. D'autres questions, je vous en prie, manifestez-vous. Oui, monsieur, bonsoir. Allez-y. Eh ben, vous leviez la main, monsieur. Je ne veux pas faire comme aux enchères. Non, il y a deux micros. Alors, allez-y, monsieur, là. Allez-y. Voilà. Vous appuyez sur le petit bouton. Voilà. Ok.
J'aurais voulu savoir votre impression, votre sentiment par rapport à la capacité des mathématiques de décrire la réalité. Donc vous avez parlé des ellipses par rapport aux travaux des Grecs. Il y a beaucoup d'exemples en fait. Est-ce que vous pourriez nous dire ce que vous pensez par rapport à cette affaire qui pour moi est vraiment extrêmement importante, philosophiquement parlant aussi? Tout d'abord, historiquement, les mathématiques ou la mathématique, j'aime bien le singulier, mais les deux sont possibles, ça a été conçu historiquement pour décrire le réel. Toutes sortes de situations. Au début, la géométrie, c'est une abstraction des formes élémentaires qu'on trace ou qu'on observe. Et puis, toute la mécanique des fluides se développe pour décrire les écoulements. Les équations de la mécanique classique, évidemment, sont là pour décrire le mouvement des corps régis par la mécanique classique. Une grande partie essentiellement la physique, est basée sur l'étude de certaines équations mathématiques qui interviennent parfois dans des raisonnements heuristiques, mais quand même l'équation mathématique est utilisée à un moment. Toutes sortes d'exemples peuvent être donnés. Ici, je vous ai donné, dans cet exposé, j'ai parlé des galaxies, j'ai parlé des gaz, il y avait aussi la trajectoire des planètes. Ça vous fait 3 exemples. On a parlé aussi de mécanique des fluides, ça en fait un 4e. Il y a énormément de choses qui sont descriptibles par des équations mathématiques. Le principal frein d'ordinaire, alors il y a plusieurs freins, l'un c'est la complexité de la description. Quand on veut réfléchir sur un problème mathématique, on a l'habitude d'essayer d'isoler un effet pur, on pourrait dire un paradigme, une situation simple dans laquelle on peut faire une étude concentrée. Dans la vraie vie, si vous voulez décrire par exemple un être vivant, c'est absolument monstrueux le nombre de phénomènes qui sont en jeu. Et si vous voulez les envisager tous à la fois, vous obtiendrez quelque chose qui peut-être aura un sens mathématique, mais qui sera incompréhensible pour un être humain, simplement par la multiplicité de phénomènes qui sont accolés les uns aux autres. Donc d'habitude, on cherche à séparer les phénomènes. Ça, c'est valable un peu dans toutes les sciences, de façon à pouvoir comprendre ce qui se passe. Tel effet, tel autre effet. En pratique, l'approche mathématique marche très bien en physique, se couple extrêmement bien aussi à l'informatique, qui a été au départ fondée par des mathématiciens. Elle a nettement plus de mal dans les sciences du vivant et dans les sciences humaines, pour diverses raisons. Il y a la complexité des phénomènes mis en jeu, aussi bien dans les êtres biologiques que dans la société humaine. Le fait qu'on raisonne sur des plus petits nombres, qui font mentir les lois des probabilités. Tout à l'heure, je vous ai montré des nombres gigantesques dans un gaz, mais pour une population humaine, ça peut être quelques milliers par exemple. Ça serait beaucoup moins un effet statistique. Les lois élémentaires sont beaucoup plus complexes. On a vu ici des lois élémentaires très simples. Les lois d'interaction dans les sciences biologiques ou dans les sciences humaines peuvent être très complexes. Et puis il y a toutes sortes d'effets qui sont difficiles à mettre en équation, qui peuvent être des éléments de psychologie humaine parfaitement irrationnels, qui peuvent être des combinaisons de multiples facteurs et de multiples catalyseurs en biologie, toutes sortes de raisons qui font que c'est beaucoup plus délicat. Si je peux me permettre, quand je parle à un mathématicien, alors quel mathématicien, j'arrive toujours à un moment donné où je lui pose la même question, est-ce qu'on invente ou est-ce qu'on découvre les mathématiques? J'ai lu quelque part que vous avez au fond de vous la conviction qu'il y a une sorte d'ordre caché, mathématique peut-être, je ne sais pas. Ou alors j'en connais en sciences et vie, c'est possible aussi. Je suis dans le camp des découvreurs, effectivement. Ce sont comme invente ou découvrir, ce sont comme deux religions qui se partagent le monde des mathématiciens et qui évoluent en fonction des communautés et des âges. Et je suis dans le camp des découvreurs. Je pense que c'est l'opinion dominante actuellement, la religion dominante actuellement chez les mathématiciens, même s'il y a quelques décennies, ça paraissait plutôt naïf. On était plutôt dans le camp le plus important était celui des inventeurs, celui qui pensait qu'on invente les sciences mathématiques. C'est un
débat qu'on peut considérer comme parfaitement stérile si l'on veut dire qu'il est, si on veut dire qu'il est au sens où il est non vérifiable. Mais c'est un débat qu'on peut considérer comme très intéressant et constructif si on voit qu'il vient avec des façons de travailler qui sont différentes. Selon que vous avez l'âme d'un explorateur ou l'âme d'un bâtisseur, vous ne raisonnez pas pareil et vous ne cherchez pas pareil. Oui, madame, bonsoir. Oui, bonsoir. Oui, ma question était bien fort dans le micro. Ma question était dans le prolongement de celle qui a été posée précédemment et peut-être dans le prolongement aussi de la vôtre. Je voudrais avoir votre avis justement sur l'application des mathématiques actuellement dans l'économie en particulier. On sait, pour les problèmes que tout le monde connaît aujourd'hui, combien cet outil mathématique est mobilisé dans des approches extrêmement différentes, pour ne pas dire divergentes. Donc je voudrais simplement avoir votre avis. Je précise que je suis ni économiste ni mathématicienne, mais simplement citoyenne. Jérôme Kerviel était-il un bon matheux? Alors, la question est vaste. Économie, c'est extrêmement variable. Ça fait intervenir un paquet de paramètres, et en particulier des paramètres qui sont difficiles à quantifier, avec des éléments de théorie des comportements, des éléments irrationnels, des éléments culturels, et une des parties qui sont le plus, traditionnellement, qui ont été le plus soumis à l'impact mathématique, dans lesquels la mathématique a eu le plus fort impact, c'est la finance. La finance dans laquelle on peut avoir, d'un certain côté, une modélisation mathématique qui tient à peu près debout et des problèmes qui sont quantifiables. Pour autant, avec précaution. À la fois, il y a tout un corpus développé de mathématiques financières, avec des outils, avec de belles réalisations, qui s'inscrit dans le calcul stochastique et la mise en équation du comportement de particules chaotiques, si je puis dire, un peu comme les particules dans les gaz. Et ça a permis de développer un grand nombre de formules et d'approches intéressantes. En même temps, à manier avec des pincettes. D'abord, en finance, vous n'échappez pas aux effets irrationnels, aux effets comportementaux, un peu comme ceux que je décrivais pour les sciences humaines. Ensuite, en finance, dans le vrai monde de la finance, quand vous comparez les hypothèses mathématiques utilisées dans le développement de ces mathématiques financières, quand vous les comparez à la réalité, vous constatez que essentiellement aucune des hypothèses qui ont été faites n'est vérifiée. C'est pas forcément grave tant qu'on en a conscience. Historiquement, peut-être la plus grave de ces inconsciences a été d'oublier le rôle de la corrélation, ou de le sous-estimer. En probabilité, ce qu'on sait bien traiter, en statistique, ce sont des événements qui sont imprédictibles individuellement et décorrélés, chaotiques. Quand vous lancez une pièce en l'air, plein de fois, s'il n'y a aucun rapport entre votre lancer un coup et votre lancer du coup d'après, ben ça on sait faire. On sait faire des prédictions sur les proportions de fois que la pièce retombera sur pile ou face. Et de la même façon, on a de belles théories financières pour prédire les bons taux d'intérêt, les bons taux d'achat et de vente, des choses comme ça, quand on a affaire à une multitude d'acteurs financiers qui agissent de manière indépendante les uns des autres. L'une des fautes majeures historiques dans l'application des outils mathématiques à la finance, et elle n'est pas due aux mathématiciens développant les modèles, parce que n'oublie pas l'hypothèse, elle est due à ceux qui en font usage, et d'oublier le rôle des corrélations précisément dans la finance. Les corrélations peuvent être liées au fait qu'il y a des sources communes à certains flux financiers, elles peuvent aussi être dues à des effets de mode, elles peuvent aussi être dues à des règles communes. Une des raisons particulièrement perverses de corrélation pouvant provenir des règles de régulation. Et on a des effets assez bien documentés dans lesquels l'application de règles censées réguler le marché financier aboutit à déstabiliser encore plus ce même marché, car si tout le monde doit suivre la même règle, ça rajoute de la corrélation. Il y a donc toutes sortes de pièges
dans lesquels historiquement les gens sont tombés à pieds joints, en accordant trop de puissance aux formules mathématiques, en les appliquant hors de leur contexte, sans avoir suffisamment de hauteur de vue et de recul pour considérer que ces formules ne devaient pas être appliquées. Et puis évidemment, quand vous voyez que les copains appliquent la formule sans se préoccuper de leur usage, des conditions d'application et qui font plein d'argent, eh ben vous faites comme eux. Ah, ça a l'air de marcher, et puis il doit y avoir un théorème mathématique derrière, ouais, c'est bien, et puis bon, même si les hypothèses, c'est un truc de matheux, hein, bon. Il y a un article qui est paru il n'y a pas longtemps que je vous recommande, peut-être que je l'ai ici, d'un nommé Salmon. Ça s'appelle un truc du genre la recette pour la catastrophe ou quelque chose comme ça, la formule qui a tué Wall Street. Je l'ai plus ici, nommé Salmon, S-A-L-M-O-N, et dans lequel il raconte un petit peu l'aventure d'une de ces formules qui a été exploitée, surexploitée, surréexploitée et ainsi de suite, jusqu'à arriver à la catastrophe, en particulier du fait que tout le monde utilisait la même formule et avait les mêmes réflexes, la corrélation s'accroissait, et puis il y a eu un effet d'emballement du système, avec des pertes qui se sont comptées en milliards. Et le pauvre mathématicien qui a développé la formule a jugé prudent de rentrer en Chine. Pendant qu'on vous tient, avant que vous alliez en Chine éventuellement, on parle souvent d'écoles en matière de mathématiques, l'école russe, un petit peu comme aux échecs, hein, qui d'ailleurs, bon. Pour conclure, si vous deviez caractériser cette école française, à Cocorico, hein, bon, bien sûr, qu'est-ce que vous diriez? D'abord, ça existe une école française, et ce serait quoi sa spécificité? Oui, une école en sciences traduit le fait effectivement que la recherche scientifique, les habitudes scientifiques se transmettent aussi de manière culturelle. Oui. De maître à élève, ou au sein des séminaires, ou des rencontres, des échanges, et vous avez comme ça des choses qui se créent, des écoles qui se créent. École française, la première chose une caractéristique, c'est l'amplitude, la taille. Population de chercheurs importante, une grande concentration avec en particulier le centre historique parisien qui est le plus fourni dans le monde. Hein. Il y a, dans aucune ville du monde, il y a autant de mathématiciens de haut niveau qu'à Paris. Héritage de la culture des Lumières dans laquelle les sciences mathématiques se sont développées en même temps que se développait le goût pour la philosophie et le reste. Un point qui la caractérise, c'est, comme tout le reste de la culture française d'ailleurs, c'est l'idéalisme et l'abstraction. L'école mathématique française, traditionnellement, c'est l'une des plus abstraites dans le monde. Le Japon étant peut-être la seule qui soit encore un bon cran au-dessus en termes d'abstraction. Historiquement, c'était avec l'un des fleurons au développement mathématique, français, le développement au XIXe siècle, au XXe siècle de Bourbaki, collectif imaginaire de mathématiciens publiant sous un pseudonyme qui se sont efforcés de refonder toute la mathématique avec un point de vue particulièrement abstrait et général, qui aujourd'hui apparaît un peu comme un idéal irréalisable, mais qui a été extrêmement influent. L'école française s'est caractérisée aussi pendant longtemps, en tout cas pendant quelques décennies au XXe siècle, par un divorce consommé entre mathématiques pures et mathématiques appliquées. Aujourd'hui, les camps se sont réconciliés et on a une sorte de synthèse des deux, extrêmement productive d'ailleurs. Et il y a un bon équilibre justement trouvé, je dirais, en tout cas de notre point de vue, entre application et théorie au sein mathématique. L'école française conserve une faiblesse historique sur l'interface entre recherche, je dirais, académique, universitaire, et recherche entrepreneuriale, industrielle. Ce sont un peu quelques-unes des caractéristiques. Sinon, les sciences mathématiques françaises, on peut dire qu'elles sont fortes dans toutes les branches, probabilité, en géométrie, en algèbre, en analyse, partout. On trouve de très fortes contributions françaises. Mais écoutez, c'est un bon coup d'optimisme là quand même, voilà. Ouais, non, le tempérez pas, non, pas trop. Ouais. En tout cas, au niveau de la recherche, France,
c'est extrêmement haut niveau, souvent considéré internationalement comme le pays qui vient juste après les États-Unis en termes d'impact international mathématique, mesuré selon divers critères. Au niveau du système éducatif, dans le primaire et le secondaire, les choses sont moins glorieuses. Je le sentais, mais je sentais arriver le lézard. Bien. Alors écoutez, moi je voudrais d'abord vous signaler à toutes et à tous que nous nous retrouverons le 24 janvier maintenant pour parler économie. On a un peu évoqué l'économie là à propos de la mesure de la richesse d'un territoire et les alternatives au fameux produit intérieur brut, avec Florence Jany-Catris qui est professeure et économiste bien sûr dans les universités. Donc ça ce sera le 24 janvier. Je voudrais également vous signaler que Cédric Villani va signer maintenant au rez-de-chaussée, pour reprendre le terme, il convient, le théorème vivant. C'est un ouvrage qui vient de sortir, donc signé de Cédric Villani.